Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume, comment vas-tu? Salut Bastien, ça va très bien. Bonjour à tous. Ça va aussi. Tu m'as pas demandé mais je te le dis. C'est la fatigue, J'ai on va y pas eu arriver. le temps de poser la question. Ça commence très mal cet Ça commence épisode. très mal. C'est la fin de saison, c'est la fatigue. Mais on est toujours présent. Toujours debout, toujours vivant. Toujours vivant. Oh là là, ça commence bien. Oh, wow. On est parti. C'est la meilleure intro, je crois. C'est la pire peut-être, le meilleur du pire on va dire. C'est l'intro Batman et Robin mais version Bastien et Guillaume, c'est terrible. Donc du coup bonjour à tous, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de ETTPQ. Et toi t'en penses quoi? Première saison, avant-dernier épisode, le bilan commence à être fait de notre côté. Vous en saurez sans doute plus dans le dernier épisode, dans le final de la saison. Attention, y aura-t-il un cliffhanger? On verra. Bastien reviendra-t-il? On ne Est-ce sait que pas. ça sera un épisode filler? On ne sait pas, on va voir. Donc voilà, mais aujourd'hui en tout cas, on est là pour parler d'un film. Une fois n'est pas coutume. On va parler de The Place Beyond the Pines, un film sorti en 2013, réalisé par Derek Cianfrance, à qui, à ce moment-là, en 2013, on doit Blue Valentine, qui était sorti en 2010, qui était déjà avec Ryan Gosling. Et plus récemment, pour nous, en 2020, il a fait une série pour HBO, mettant en scène Mark Ruffalo dans le rôle principal, qui s'appelle I Know This Much Is True. Au casting de The Place Beyond the Pines, donc on retrouve, vous l'aurez compris, Ryan Gosling. Alors c'est un casting un peu 5 étoiles, hein. Il y a beaucoup de têtes connues, mais en 2013, il y en a certaines qui commencent juste à l'être. Donc comme je disais, il y a Ryan Gosling, Eva Mendes, Mahershala Ali, Bradley Cooper, Ray Liotta ou encore Dane DeHaan, dont l'année 2012 à l'époque est extrêmement bien remplie puisqu'il était sorti du succès commercial et critique de Chronicles. Il avait également joué dans Des Hommes sans loi et Jack and Diane et donc The Place Beyond the Pines. La musique du film a été faite par Mike Patton. Alors je connaissais pas ce compositeur, mais apparemment c'est le dernier film sur lequel il a travaillé en 2012. Mais il a l'air d'avoir fait aussi beaucoup de travail à droite à gauche, notamment sur les jeux vidéo aussi. Et donc le film avait un budget de 15 millions de dollars et il a eu un box-office de 39,7 millions, donc presque 40, ce qui est quand même un très très gros succès. Et en plus d'être un succès commercial, c'était un succès également critique. À noter que le film a été tourné en pellicule 35 mm pour un rendu plus organique, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Guillaume, j'ai envie de changer un peu. Pas quel est ton premier souvenir? Qu'est-ce que tu as pensé du film? Et puis raconte-nous une anecdote si tu en as une. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Écoute, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je l'ai vu la première fois il y a 2 ans. Mais j'ai quand même, pour le coup, j'ai une vraie anecdote de premier souvenir. Attention, est-ce qu'il y aura Jacques dans l'anecdote? Sinon, je ne veux pas l'entendre. Oui, il y a Jacques dans l'anecdote. Jacques is back. Non mais l'anecdote est terrifiante. Mais en fait, j'ai connu ce film avec son affiche, mais pour une raison particulière, c'est que pendant plusieurs années, elle a trôné dans les toilettes chez mon papa. Et donc, du coup, je voyais cette affiche très régulièrement. Parce qu'il fait beaucoup caca. Non, mais c'est surtout que j'ai moi-même vécu après dans cet appartement et j'ai gardé cette affiche. Donc, très belle affiche. Une magnifique affiche. Et donc, voilà, mon premier souvenir et ma première approche de ce film, ça a été l'affiche. Mais pendant très longtemps, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas de quoi ça parlait. Et je trouvais l'affiche très belle, mais j'avais jamais poussé le truc. Et un jour, mon père m'a dit, mais tu l'as vraiment jamais vu? J'ai dit non. Et donc, un soir, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai vraiment bien aimé ce film-là. On aura l'occasion d'y revenir en détail, mais j'ai été assez surpris de ce que c'était. Et j'ai vraiment trouvé que le film était très, très réussi. Je trouve que c'est un très bon film, qu'il est aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue narratif. Donc, non, c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je trouve que
il est à la hauteur de l'espérance que m'avait donné cette magnifique affiche. À la hauteur de l'espérance qu'il me donnait quand j'étais aux toilettes Voilà, et que exactement. je le regardais, cette affiche, que je la regardais. Et toi alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, j'ai pas d'anecdote aux toilettes pour le coup. Moi, c'est un des premiers films que j'ai vu. Enfin, un des premiers. C'est un des films qui m'a le plus marqué pendant que j'étais à la fac en cinéma-théâtre. Et où on allait voir effectivement beaucoup de films. Enfin, je veux dire, quand les profs te disent d'entrée de jeu à la rentrée, alors vos devoirs, ce sera d'aller voir des films au cinéma. Oh, merde. Bon bah d'accord, je me sacrifie. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'en consommais beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que maintenant, pardon, au cinéma. Et ce film-là, en fait, ça fait partie de ces films que j'allais voir sans avoir vraiment vu de bande-annonce. J'ai pas un souvenir très marquant de la bande-annonce. Moi non plus, absolument pas. Voilà. Je sais que ça fait partie de ces films que j'allais voir un peu au pif et qui m'ont extrêmement marqué, qui m'ont beaucoup plu. D'ailleurs, ce film-là, j'avais été le revoir une deuxième fois avec une personne que tu connais, avec Manon, si je dis pas de bêtises, à l'époque, puisqu'elle était, incroyable. Elle était, et sans doute aujourd'hui encore, très amoureuse de Ryan Gosling. Et donc, du coup, tous les films de Ryan Gosling, j'allais les voir tout de suite. J'allais les voir avec elle. Et donc voilà, donc moi le premier vrai souvenir que j'ai, c'est un peu une première claque que j'avais eue. C'est une des claques qui m'ont le plus marqué pendant ma période fac en fait. Et effectivement, c'est un film que j'ai trouvé magnifique dans son esthétique et très poignant dans ce qu'il raconte et de la manière dont il le raconte. Donc voilà, et donc oui, j'ai beaucoup aimé, vous l'aurez compris. Donc voilà. Est-ce que t'as des choses à dire là comme ça tout de suite ou... Non, on va pouvoir rentrer dans le détail, mais je te rejoins sur le fait que le film il a un vrai parti pris visuel, que tu l'as dit. Je savais pas qu'il avait été tourné en pellicule, mais maintenant que je le sais, effectivement, c'est assez visible et ça lui donne un cachet particulier. Et c'est vrai que je trouve que c'est un film qui a pas forcément une notoriété à la hauteur de son rendu. Si on le compare à d'autres films entre guillemets du même genre. En fait il pourrait très bien être je dis pas aller au Panthéon, ça serait excessif, mais il mériterait peut-être un peu plus que la notoriété qu'il a eu. Je sais pas s'il a eu des récompenses ce film là, j'avoue que j'ai pas poussé le truc, mais je trouve que il a vraiment du cachet, il a c'est un peu facile, mais il a vraiment une âme ce film, il a un truc un peu marquant. Moi j'ai été fasciné notamment par les parties pris de cadrage. Il y a beaucoup de plans serrés, énormément. C'est un film qui respire assez peu. Très très peu. Ouais, et du coup, quand il y en a des plans larges, on en profite. Ils sont marquants de facto parce qu'il y en a peu. On a parlé plusieurs fois dans les épisodes de l'aspect un peu technique et notamment du fait que certains réalisateurs ont un peu des marqueurs. On a parlé beaucoup des plans débulés chez Schumacher. On a parlé un peu, même si on n'a pas fait de film de lui, mais on a déjà évoqué lens flare chez J.J. Abrams, etc. Et je trouve que dans ce film-là, il y a vraiment ce parti pris de centrer la caméra sur les expressions, d'avoir une vision toujours à hauteur d'homme. Il y a pas mal de plans où il y a de la caméra à l'épaule qui est perceptible, mais qui n'est pas excessive. Et je trouve que tout ça constitue un espèce de cahier des charges qu'a ce réalisateur sur ce film-là et qui fait qu'il a vraiment une identité propre. C'est pas un film qui ressemble à un autre, et moi je me suis fait la réflexion en le voyant, je ne savais pas quand il était sorti et j'étais incapable de le dater. C'est-à-dire que je me disais, est-ce que c'est un film qui a... Bon, je savais à peu près que qu'il avait une dizaine d'années, mais il aurait pu être sorti au début 2020, ça m'aurait pas choqué. Il aurait pu être sorti en 2000, ça m'aurait pas choqué. Je trouve qu'il a un côté un peu intemporel à travers la manière dont il est réalisé, et le fait qu'il soit fait en pellicule, je pense, participe à ça. Bah sans doute, ouais. Puis il y a le côté aussi, comme tu l'as dit, moi je sais que le film m'a fait beaucoup penser au film Mode. Avec Matthew McConaughey, un film dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui pareil m'avait énormément marqué à l'époque, et pourtant il se passe pas du tout au même endroit, puisque là, si je dis pas de bêtises, ça se passe dans une ville qui est dans un état dans l'état de New York. Absolument. Alors que Mode se passe au niveau du Mississippi, donc on est vraiment beaucoup plus dans le sud. Mais il a ce côté Amérique profonde dans sa photographie, absolument. Dans sa façon de filmer ces petites villes que personne connaît, enfin sauf les gens qui y vivent et les Américains. Mais du coup voilà. Et alors pour répondre à ta question à ton interrogation sur les récompenses, il n'a pas eu de récompenses majeures, hein. Pas de Golden Globe, pas de nomination aux Oscars, ni rien. Il a eu des récompenses un peu plus ciblées. Enfin, c'est ce que me dit ChatGPT, puisqu'effectivement c'est pas noté sur. J'ai pas trouvé d'autres
d'autres infos ailleurs. Donc merci Elia pour le coup. Hein. Donc voilà. Non mais franchement, moi je trouve ça étonnant parce que encore une fois, alors c'est pas, on va pas non plus le survendre, c'est pas le film du siècle, hein. Mais je trouve qu'il aurait, ne serait-ce que pour la photographie par exemple. Ah oui, il a une photographie absolument très bien pu avoir un truc. Alors moi, il m'a fait penser dans la photo à un film qui n'a rien à voir, mais que j'ai vu assez récemment, qui s'appelle Monsters. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là, qui a été fait par Gareth Edwards, qui est un film assez particulier de SF, d'anticipation, qui est un peu spécial. Et pareil, je retrouvais cette idée de des plans à hauteur d'homme, un petit peu de caméra épaule, parfois un petit peu brouillonne, mais en même temps, ça participe à créer un climat. Comme tu dis, c'est vraiment une ville... si on me demandait de décrire une ville américaine dortoir, je décrirais cette ville-là. C'est vraiment, elle a rien de spécial, mais ça transpire l'Amérique profonde. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et moi, j'ai trouvé que la colo, notamment, était assez grasse. Il y avait beaucoup de granularité dans l'image et ça participe à ce cachet-là. Absolument, je te rejoins totalement. Et alors moi, je vois qu'il a été nommé pour la meilleure photographie au Georgia Film Critic Association Awards. Donc effectivement, un festival qu'on connaît pas du tout. Mais qu'on salue. Mais qu'on salue parce qu'ils l'ont nommé. Donc voilà. Écoute, je te propose de rentrer un peu plus dans le déroulé. Allez. Donc une petite info déjà. Non, je vais pas la donner. Je vais pas la donner parce que je pense que ça. De toute façon, on va faire que spoiler puisqu'on va faire le déroulé. Mais je pense que c'est important de laisser peut-être un peu la surprise si vous voulez pas voir le film et si vous préférez nous écouter au fur et à mesure. Je vais pas vous survendre tout ça. Donc voilà, 1 minute de gagné pour dire rien, Sébastien. Alors, on est parti pour le déroulé. Donc le film, en fait, il s'ouvre sur un plan séquence. Voilà, donc forcément le film, j'ai pu que l'aimer à ce moment-là. Un plan séquence où on va suivre le personnage de Ryan Gosling qui s'appelle donc Luke. Je ne veux pas dire son nom parce qu'on s'en fout un peu. Et il s'appelle Luke et donc il est forain en fait, hein, tout simplement. C'est un cascadeur à moto dans une fête foraine qui est sur les routes, hein, tout simplement. Et donc ce plan séquence le suit de dos, et donc là on découvre à un moment donné enfin son visage, et on voit que Ryan Gosling est complètement méconnaissable. C'est pas du tout l'image qu'on a de lui en général dans le film. C'est pour ça que je trouve ça fou que le film, pareil, n'ait pas eu plus de reconnaissance que ça, parce que c'est rare de voir Ryan Gosling dans un rôle aussi... Enfin, physiquement, être aussi différent, je trouve. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu aussi loin de son image, même s'il a le côté beau gosse qui est là toujours, mais un beau gosse sale un peu, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, si on compare ça, parce qu'il a déjà eu des rôles un peu de bad boy dans Drive notamment, oui. Mais il est effectivement là, il fait vraiment, je vais pas dire clodo, ça serait excessif, mais voilà, tu sens le mec, c'est un forain, c'est un mec qui fait pas attention à lui, il est beaucoup tatoué, il a un gros tatouage de couteau avec une goutte de sang sur le visage. Enfin voilà, c'est vrai qu'il ressemble pas à l'image qu'on a de Ryan Gosling au cinéma généralement. Et je te rejoins, c'est assez étonnant de le voir là-dedans. En plus, il a une teinture blond platine, vraiment. Peroxydé, il est complètement peroxydé. Ouais. Mais moi j'aime bien son look, je trouve que ça marche vraiment bien. C'est un bon choix de cast pour le coup. Oui, absolument. Et alors, j'ai une anecdote pour le coup là, que j'ai trouvée sur ça, à savoir que c'est lui qui a choisi son look, qui a beaucoup travaillé là-dessus et compagnie. Donc c'était vraiment un choix esthétique de sa part. Donc je pense qu'il y avait peut-être cette volonté de casser un peu justement cette image de beau gosse, beau sur tout rapport et bon sous tout rapport. Donc voilà, donc on suit donc en plan séquence, et alors ça c'est une façon de filmer qu'on va retrouver énormément pendant le film, au-delà du plan séquence même, c'est qu'en fait on le suit de dos. On voit pas ses jambes, le plan le coupe au niveau du cul, quoi, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va filmer à peu près tous les personnages. Et donc déjà, encore une fois, là, un choix esthétique très fort, très marqué tout de suite, qui te met dans l'ambiance directe. Et ça, c'est super cool. Enfin, moi, ça m'a mis tout de suite dedans, quoi. Et donc, ce plan séquence, on va le suivre, qui va aller faire sa cascade. Donc, en fait, il va dans une boule en métal avec sa moto et avec 2 autres motards et leur moto. Et en gros, le but, c'est de faire le tour de la roue et compagnie. Alors, pour vous donner une image peut-être un peu plus parlante, si vous connaissez un peu les Simpsons et les Simpsons le film notamment. C'est exactement à ça que j'allais dire, c'est le truc voilà. des Simpsons. C'est comme ça que c'est ce que Homer fait pour à la fin, je crois, du film. Je me souviens plus exactement. Ouais, absolument. Il fait ça à la fin. Non, il fait pas ça à la fin. Non, c'est à un moment donné dans le film. C'est au début qu'il fait ça parce qu'il gagne. C'est pas comme ça qu'il gagne. En fait, justement, il veut gagner pour aller en Alaska là. Je crois que c'est ça, mais en fait, il y arrive pas parce que genre il arrive en haut, il retombe.
Et en fait, à la fin, comme dans le film Simpson, il y a un dôme qui est sur Springfield. Oui. Il fait ça, mais sur tout le dôme. Oui, si je dis absolument. pas Oui, de t'as conneries. raison, t'as raison. Donc voilà. Bon, bref, c'était le petit La moment digression Simpson, Simpson. incroyable, qui l'eût cru. Donc voilà. Donc suite à cette cascade, donc on voit qu'il signe des autographes aux enfants qui sont venus le voir à la fête foraine, etc. Et là, on voit le personnage de Romina, qui est incarné par Eva Mendes. Si je dis pas de conneries, Eva Mendes et Ryan Gosling se sont rencontrés sur ce film. Oui, il me semble. Ouais. Et Ça, c'est une anecdote qui est assez connue, voilà. que ça a été leur lieu de rencontre à tous les deux. C'est ça. Et depuis, ils sont ensemble dans la vraie vie. Voilà. Et donc, le personnage de Romina, Luc, le personnage de Ryan Gosling, voit le personnage de Romina au loin. Il va la voir. Et donc, on comprend qu'ils se connaissent. Et qu'ils ont eu une liaison, une relation, en tout cas, il y a un certain temps. C'est jamais dit explicitement. Mais du coup, le personnage de Luc étant forain et étant un personnage qui est sur les routes tout le temps, en fait, c'est un peu comme les marins à l'époque, ils ont une femme dans chaque port. Bon, bah lui, c'est une femme dans chaque ville, hein, visiblement. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, voilà, donc il la raccompagne. Bon, lui, en espérant réitérer l'expérience avec Eva Mendes. Et on le comprend, du coup. Et finalement, il la raccompagne chez elle et il n'y a rien qui se passe et il repart un peu la queue entre les jambes. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de meilleure expression pour illustrer ça. On peut quand même juste dire là, moi, ce que Vas-y. j'ai aimé dans cette rencontre-là, là aussi dans la manière de filmer, il y a beaucoup de plans serrés. On les voit sur la moto tous les deux, c'est filmé en contre-plongée. Là. J'insiste beaucoup sur l'esthétique, mais vraiment, on est fin de soirée, il y a des couleurs assez chaudes, assez grasses. Et je trouve que ça traduit aussi un peu ce qui semble être leur relation, qui a semble-t-il été... on va comprendre après qu'elle n'a pas duré très longtemps, mais qu'elle a été assez passionnelle. Et je trouve que dans la mise en scène, on retrouve beaucoup ça tout au long du film. On va beaucoup les voir tous les deux, souvent dans les mêmes endroits d'ailleurs. Et je trouve que cette rencontre, elle matérialise bien ça, et jusqu'à ce qu'il la ramène devant chez elle. Et là, encore une fois, on sent qu'il y a une espèce à la fois de proximité, à la fois... Ils ont vraiment un rapport ambigu, et je trouve que la colo notamment et la mise en scène participent à exprimer ce truc-là. Il y a un côté, moi de l'extérieur, j'avais envie que ça fonctionne, même dès le début, tu vois. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, j'ai bien envie que ça marche, quoi. Il y a un truc qui va bien. Il y a une alchimie entre Exactement. les deux. Exactement. C'est le terme exact, et je trouve que c'est très très bien retranscrit à l'image. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que j'étais même plutôt surpris en fait qu'elle le laisse un peu sur les roses et qu'elle lui dise qu'il n'y aura rien, quoi, finalement. Donc bon, du coup, Luc s'en va. Et alors, il revient le lendemain Oui, absolument. la voir. Parce qu'il lui a annoncé qu'il partait. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il a annoncé en fait que il lui restait un soir en fait avec la fête foraine, et après il se recassait pendant un an. Et donc il retourne la voir, et en fait c'est la mère de Romina qui ouvre et qui a dans les bras un bébé. Donc lui est très, très étonné, il demande à la mère, vous vous souvenez de moi? Elle lui fait oui, je me souviens de vous. Et en fait elle lui explique, quand il lui pose la question, elle lui explique, elle lui dit c'est ton fils. Et donc en fait on comprend pourquoi cette distance était mise par Romina. En fait le personnage de Luc a un fils, et il n'était pas au courant en fait. Exactement. Donc il va au resto où travaille Romina, et pour qu'elle lui explique en fait finalement. Et elle lui dit que de toute façon, il fait ce qu'il veut, quoi. S'il a envie de se casser, il a envie de se casser. Elle lui demandera jamais de rester pour lui, pour l'enfant. De toute façon, elle a trouvé quelqu'un chez qui elle vit en fait avec sa mère, et elle a un travail, elle a repris les études pour faire tout ça. Donc elle lui imposera jamais d'être le père, etc. Je reviens juste au moment où moi je trouve que c'est bien foutu la manière dont il apprend qu'il est père, c'est très abrupt. C'est-à-dire que la mère de Romina lui dit c'est ton fils. Et j'aime beaucoup moi cette séquence-là où elle lui donne le gamin dans les bras. Il faut voir que le gamin il a à peu près 1 an, je pense, peut-être un petit peu moins que ça, mais il a, allez, on va dire entre 6 mois et 1 an. Et il y a une manière dont il le prend, et tu sens que c'est maladroit la manière dont il l'attrape. Tu sens à ce moment-là que le cadrage il n'est pas droit, d'ailleurs non plus, les plans sont un peu débulés, il y a beaucoup, on renforce un peu ce truc à l'épaule. Et ça aussi, moi j'aime bien ça, parce qu'en fait tout est bancal. C'est-à-dire que lui il apprend un truc qui est censé, qui bouleverse une vie quand même, et en même temps il surréagit pas, il réagit presque pas.
et on le voit prendre le gosse et tu sens qu'il y a une ambivalence. Il a l'air d'être de vouloir le prendre, en même temps il n'a pas l'air de quoi savoir en faire quand il l'a avec lui. Et vraiment, moi, ce film m'a touché aussi pour ça. Je trouve que c'est pendant tout le long du film, il y a ce truc de la vie de ce mec, elle tient pas debout. Et à chaque fois, il se raccroche à des trucs plus ou moins stables et il arrive jamais. En fait, il court après la stabilité. Et je trouve que dès ce moment-là, c'est bien rendu. Et tu l'as dit, quand il va la retrouver au restaurant, ils ont un plan, ils ont une discussion tous les deux où elle pleure à moitié. Et moi, j'ai noté ça, c'est-à-dire que en fait, ils sont incapables de se dire au revoir, mais en même temps, elle veut pas le forcer à rester. Lui, il finit par partir et il est presque impassible. On dirait que ça l'atteint pas. Et en même temps, le lendemain, il revient parce qu'il va voir son boss et il lui dit j'avance un peu. Enfin, juste sur la scène d'après, mais y a pas de souci. j'avance un peu pour démissionner. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de c'est un mec qui marche pas droit. Elle on l'a pas dit, mais elle a quelqu'un aussi dans sa vie. Si, je l'ai dit. Oui, pardon, J'ai dit qu'elle justement, elle lui expliquait que voilà, pour subvenir aux besoins de son, oui, t'as raison, fils, elle a trouvé quelqu'un, un travail, elle a repris des études le cours du soir. Qui est d'ailleurs au passage un acteur que moi j'aime énormément. Je me rappelais pas que c'était lui, donc ça a été une surprise en le revoyant. Et en fait, voilà, lui, il incarne la stabilité dont elle a besoin, mais en même temps, on voit bien qu'elle est attirée, qu'elle a de la passion et de l'amour pour Ryan Gosling. Donc moi, j'aime vraiment ça, que le film il soit bancal et il t'emmène avec lui dans ce truc brinque-ballant et qui jamais, quasiment dans le film, va trouver de point de stabilité. Oui, en fait, c'est un film qui est pas du tout manichéen. On aura l'occasion d'y revenir. C'est très nuancé. C'est très nuancé, c'est très gris. En fait, il y a pas de, c'est pas tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ça se voit chez les personnages, avec les personnages en fait qui font une espèce de fuite en avant, mais en même temps non, c'est très... Exactement. Et en fait, c'est très flou en fait. On voit bien qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir faire quelque chose pour le bien d'un autre personnage, ils vont prendre les mauvaises décisions. C'est ça. Et lui, il va partir, on va le voir, dans n'importe quoi, et en même temps, il le fait pour des bonnes raisons, si j'ose dire au départ. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Fuite en avant est parfaitement trouvé. Moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là du film, et je trouve qu'on le voit très très vite, et c'est vraiment chouette. Absolument, absolument. J'aurais pas dit mieux, d'ailleurs j'ai pas dit mieux. Du coup, donc suite à ça, donc tu l'as dit, il choisit de rester pour subvenir aux besoins de sa famille, et pour ça donc il quitte les forains, mais il va vite voir que effectivement Eva Mendes, donc Romina, est avec un autre homme, donc Kofi, incarné par Mahershala Ali, si je le prononce bien, et en fait il va aller voir quand ils vont en fait au baptême, ils vont faire baptiser le petit. Et donc qu'est-ce qu'elle est bien cette scène. Ouais, elle est belle cette scène. Elle est belle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il retourne à la maison et en fait c'est donc Eva Mendes qui ouvre et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Enfin là on s'en va quoi. Laisse-nous. Je t'ai rien demandé moi de toute façon machin. Mais comme tu dis, elle a toujours cette ambiguïté dans le visage de se dire en même temps elle est heureuse, mais en même temps elle se dit mais en fait il va me niquer ma vie que je suis en train de construire. Et on voit donc le personnage de Mahershala Ali, donc Kofi, qui le voit et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Mais tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant ? C'est exactement ce qu'il lui dit. Est-ce que tu veux vraiment qu'on s'explique là tout de suite ? Tu vois, voilà. Donc il y a vraiment ce côté genre c'est moi qui ai pris ta place là maintenant, t'as plus ta place ici, t'as pas ta place dans cette famille, t'as pas ta place dans cette ville, t'as ta place nulle part en fait. Ce qui est un peu la définition du personnage de Gosling en fait, hein. C'est comme tu l'as dit, c'est un personnage qui sait pas où il va, qui est bancal et qui est paumé en fait, hein, tout simplement. Et donc suite à ça, il va quand même les suivre. Oui. Et alors moi j'ai noté aussi une prédominance de la couleur rouge parce que du coup Ryan Gosling il a un comment on appelle ça, un cuir rouge. La voiture dans laquelle montent Eva Mendes, Kofi, enfin Mahershala Ali et leur fils est une voiture rouge, et on verra qu'il y a une porte rouge à un moment donné aussi. Et en plus, il y a vraiment un contraste, c'est-à-dire que la voiture, elle est rouge et elle est nickel. Absolument. Alors que lui, il est vraiment, on l'a dit, t'as remarqué ça ? Tous les t-shirts quasiment qu'il porte, il les porte à l'envers. T'as vu ce truc ? Il y a plein de t-shirts où on voit les coutures. On voit les coutures et tout. Et en fait, c'est le toujours truc de en fait, je lave pas mes fringues, quoi, je les retourne. Et je trouve que c'est vraiment intelligent comme approche. Et donc oui, effectivement, c'est vrai qu'il a une posture et une dégaine qui est complètement à l'opposé du look de son ex, hein, finalement, et de leur nouvelle famille. Et en fait, il les suit donc, comme je disais, pour aller au baptême de son fils. Et donc tu l'as dit, la scène est très très belle. Il rentre dans l'église, on voit en plan large le prêtre qui est en train de bénir le petit, avec Eva Mendes et son mec qui sont à côté. Et lui, en fait, il s'assoit comme un pestiféré. On dirait qu'il est rentré là par
par hasard en fait. Et il s'assoit et en fait il y a encore une fois ces fameux plans très rapprochés du visage où on voit le personnage de Luke qui fond en larmes en fait finalement. Et on comprend qu'il est à ce moment-là très tiraillé encore. En fait, il se dit mais ça c'est quelque chose que j'ai pas connu et que je pourrais même pas faire connaître à mon fils, donc il faut que je fasse quelque chose. Et donc suite à cette scène, on va voir une première scène dans la forêt, donc qui fait un peu qui fait un clin d'œil au titre en fait finalement, donc The Place Beyond the Pines, l'endroit au-delà des pins finalement, donc la forêt en l'occurrence. À savoir pour l'anecdote que The Place Beyond the Pines, c'est littéralement la traduction du nom de la ville. Alors je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas cette anecdote, mais j'ai trouvé ça plusieurs fois, qui est revenu plusieurs fois dans ce que j'ai cherché. Donc la ville Schenectady veut dire The Place Beyond the Pines. Donc c'est un espace un peu hors du temps finalement dans ce film. On va le voir plusieurs fois. Et donc mais là, en plus, pour aller dans ton sens, le titre québécois c'est Au-delà des pins. c'est vrai que j'ai pas dit. Voilà, tu vois, Quand incroyable. il a dit, je suis allé vérifier et oui, c'est exactement ça. Donc, Tabernacle, bravo. je suis un peu tabernacle. je suis un petit peu québécois finalement. et donc du coup, on le voit c'est la première scène qu'on voit au milieu de ces pins et on voit Ryan Gosling en moto en train de foncer à toute allure dans la forêt. On ne sait pas trop ce qu'il cherche à faire. Est-ce que c'est sa façon d'expier un peu, d'expulser un peu ce sentiment qu'il a eu lors du baptême? On ne sait pas trop. Et il croise un mec en quad à ce moment-là. Alors, on dirait qu'ils font une pseudo-course en se voyant, c'est assez étrange. Ouais, moi j'ai un peu cette impression. Ils font une espèce de course et pour revenir juste à ce que tu as dit avant, moi j'ai presque le sentiment en voyant ça que en fait il joue avec la mort, hein, clairement, parce que la scène elle est filmée, mais on voit très bien que ça va très très vite, qu'il a l'air de prendre beaucoup de risques et quelque part, moi je me dis, il est presque prêt à mourir en fait, parce qu'il se rend compte que son fils il va jamais l'élever. Donc voilà, je peux te rentrer là-dessus, mais moi je l'ai pris même encore plus loin que ce que tu dis, c'est-à-dire pour moi il essaye presque de se suicider en fait quand il est dans cette forêt-là. Et là il va effectivement rencontrer ce gars-là qui fait une espèce de course avec lui, on voit qu'il s'observe un peu de loin et lui il est intrigué, mais il sait évidemment pas qui est cet inconnu et nous non plus à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Donc le mec est en quad. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu dis, mais là c'est parce qu'on a vu le film que j'ai cette façon de penser là, c'est que je pense qu'effectivement cet endroit dans la forêt, cette forêt en fait office un peu de purgatoire, je dirais. Et lui à ce moment-là, je comprends pourquoi tu as ressenti ça, mais parce que j'ai vu le film. Au moment, à l'instant T de la scène, j'ai pas du tout pensé comme ça. Mais là, en ayant le film en tête, je me rends compte qu'effectivement c'est peut-être un peu ça qui se passait, c'est peut-être un peu cette sensation-là qu'on voulait nous donner. Justement pour nous faire un peu comprendre que plus qu'une fuite en avant, en fait, c'est une fuite vers la mort, une course à la mort, en fait, un peu presque, où tu te dis, de toute façon, je fais que survivre, et à quoi ça va me servir si je peux même pas aider mon fils en faisant ça. Donc du coup, là, il se dit qu'il l'a perdu, donc ça serait logique, effectivement, dans la diégèse, qu'il soit à ce moment-là en train de chercher à se foutre en l'air, littéralement, quoi, tout simplement. Donc voilà, après cette petite course, en fait, il rencontre le mec qui lui propose de le ramener pour pas qu'il use de l'essence, vu que le gars a un truc derrière sa bagnole pour porter le quad et la motocross. Et donc il lui explique, voilà, j'essaye de m'installer en ville, j'ai pas de taf. Le mec il lui dit, t'es mécano un peu. Le mec, du coup, Luke, Ryan Gosling, il lui dit, oui, je m'y connais. Il dit, écoute, j'ai un garage, si tu veux, tu peux bosser pour moi. J'ai une caravane que j'utilise pas dans mon jardin, tu la prends, tu payes pas, et puis voilà quoi. Et donc il le suit dans son garage, dans son lieu à la fois d'habitation et de travail finalement. Et donc là naît une petite amitié finalement entre les deux. Ouais, clairement. Alors, il vit dans un endroit qui est assez lugubre. Hein. Oui. La caravane, on sent que c'est un peu pourri. Là aussi, on revient sur une colo hyper grasse. En plus, lui, il est habillé. On sent qu'il est c'est pas un peu un hyper redneck. clean. C'est vraiment ça. C'est le redneck typique un peu de ce genre de vie. Exactement. Il vit un peu à l'écart. On sent qu'il est, il est aux abords de la société sans vraiment être dedans. Qu'il a une activité qui n'a pas l'air ultra légale non plus. Voilà, ça sent un peu le traquenard comme endroit. Mais bon, lui, il va accepter parce qu'en fait, il a rien d'autre et ça lui permet de rester sur place. Oui, c'est ça. Et puis en plus, je pense pas qu'il se retrouve dans le personnage du mec, mais en tout cas, il se trouve des atomes crochus peut-être dans la façon de vivre et dans la façon d'être.
Comme tu l'as dit, les deux sont un peu, pas crades, mais font très délaissés. Ouais, ils sont marginaux. Voilà, ils sont marginaux. Et en fait, finalement, Ryan Gosling lui dit, voilà, écoute, après, ça fait déjà un temps qu'il travaille pour lui, on imagine, il lui dit, voilà, écoute, j'ai besoin de thunes, plus que ce que tu me payes. Et l'autre lui dit, mais je peux pas te payer plus, en fait. Hein, je suis pas, c'est pas le garage le plus efficace de la ville, donc... Ouais, Donc voilà, quoi, c'est on sent compliqué. que lui, il a besoin. En même temps, moi, c'est aussi, on l'a dit au début, il y a beaucoup de plans serrés dans ce film. C'est une des premières fois où on va avoir quelques plans larges. On va le voir, lui, notamment, il y a un plan qui est magnifique, qui est pris presque de manière zénitale au-dessus de lui sur la route, qui est en moto sur des routes désertes. Oui, c'est un vrai, peu oui, sympa. exact. On va voir que il va le soir observer la famille de son fils, enfin la mère de son fils, Romina, et son conjoint et son fils depuis l'extérieur de la maison, donc il va un peu spotter. Et on a quand même un petit peu ce truc de... Il commence à... Ça respire un peu, il y a presque une notion un peu de liberté. Il est plus enfermé. En plus, au départ, il y avait l'image du truc du forain, mais il était enfermé dans une cage littéralement pour son numéro, ce qui montrait que finalement sa vie était un peu enfermée. Et là, on sent que ça respire un peu. Et moi, j'ai bien aimé ce côté-là, mais effectivement, très vite, il va dire j'ai besoin d'un peu plus de fric. Et c'est là où les problèmes vont commencer, quoi. Oui, puis pour rebondir sur ce que tu dis, sur le côté respiration de ce genre de plan, à ce moment-là, le plan sur la route, il coupe la forêt en fait. Hein. La route traverse la forêt, donc pour continuer un peu mon allégorie de tout à l'heure, c'est de se dire là, à ce moment-là, en fait, il voit une sorte d'échappatoire, en fait, quelque chose qui va lui permettre de peut-être joindre les deux bouts au sens possible littéral, et au sens littéral du terme, tout à fait. Donc c'est plutôt ça que c'est... En fait, pour bien comprendre, c'est vrai que ce film, tout passe par le montage. Par l'échelle de plan. Et c'est super intéressant en fait à regarder. C'est pour ça que l'aspect technique dont parlait Guillaume est vraiment très très important dans ce film-là. C'est pas que c'est techniquement waouh, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus en termes de mouvement de caméra, etc. Mais juste en termes de montage, tu sens que le montage est au service de la narration comme jamais, enfin comme peut-être moins souvent maintenant. Comme rarement. Voilà. Donc voilà. Donc il lui demande voilà, j'ai besoin de thunes. L'autre lui dit je peux pas plus te payer. Et finalement, donc je crois qu'il s'appelle Robin, ce mec-là, décidément. Robin, attention, on reste sur du Batman. La filiation est là partout, c'est terrible. C'est terrible. Ah bah, quand c'est pas Jacques, c'est Batman, hein, tu le sais. Donc du coup, effectivement, il lui dit, écoute, j'ai peut-être un plan. En gros, moi, j'ai braqué des banques pendant 4 ans. Si tu le fais pas trop, en vrai, tu vas réussir à te faire un peu de rond et tu vas pas être plus inquiété que ça, quoi. Ouais, exactement. Donc en fait, il lui instille un peu l'idée qu'on peut faire des braquages sans se faire prendre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas frontal. C'est-à-dire, il vient pas le voir en lui disant écoute, gars, faut qu'on braque des banques. Il dit, moi, j'ai braqué il y a plusieurs années, il y a très longtemps, j'ai arrêté. Je crois qu'il dit que j'ai raccroché il y a même plus que 4 ans. Pour moi, je crois qu'il dit il y a une dizaine d'années. Ah ouais, et il dit que j'en ai fait 4. J'en ai fait 4 il y a plus de 10 ans. Voilà, et j'ai arrêté, je me suis rangé, mais du coup, ça m'a permis d'avoir en gros cet endroit et d'être à peu près autonome et indépendant. Et donc, en fait, il lui instille l'idée que il y a moyen de gagner du fric facilement. Et donc, en fait, on sent que lui, il voit dans cette perspective, pour reprendre ton idée, une fuite en avant de là, si je gagne de l'argent, je vais pouvoir mener la vie que je veux mener. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'une fois qu'il a parlé de ça pour la première fois avec ce gars-là, avant qu'ils aient validé le braquage, il va aller voir à nouveau Romina une nouvelle fois. Il va essayer de la convaincre et encore une fois, elle va refuser. Parce qu'elle a bien conscience. Il lui dit, mais regarde, j'ai trouvé un job, j'habite dans une caravane. Il était gentil. On va pas élever notre fils dans une caravane. Donc, on sent encore une fois que il essaye de l'attirer vers lui en lui montrant qu'il fait ce que lui considère être des efforts, en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Mais il n'arrive pas à la convaincre parce qu'elle pense d'abord au bien-être du gosse en disant non, il va pas vivre dans une caravane. Mon fils va pas vivre comme un forain, calme-toi. C'est clair. Non, mais c'est surtout que effectivement à ce moment-là, il lui dit voilà, c'est trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde moi aussi, je fais des trucs, on peut être une famille, quoi. Et en gros, elle lui dit, je crois que la phrase qu'elle utilise, c'est un beau rêve. Oui, en exactement. gros, c'est beau de rêver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'es pas dans la réalité. T'es pas avec nous, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? T'es là, tu vis un rêve, en fait. Tu rêves ta vie, plus qu'autre chose. Il y a un peu cette image, quelque part, ce parallèle à faire. C'est un peu un ado qui parle à une adulte. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une vie conscientisée. Elle le dit, elle lui dit, alors, moi, ma vie, c'est bosser pour avoir de l'argent pour m'occuper de mon fils.
c'est ça ma vie, c'est rien d'autre que ça. Toi, tu es dans Puis elle lui dit même, et puis ma mère, on fait comment? Parce qu'elle vit avec nous. Exactement. Il dit, elle viendra, et puis on sera sur les routes, et puis on sera libre, Ouais, et puis on c'est sera ça. bien, et puis on sera cool, et puis voilà quoi. Lui, il est rêveur, enfin rêveur. C'est pas le terme, mais disons que la réalité Est différente pour lui. est différente pour lui, exactement. Il n'a pas la même conscience de vie et de problématiques de vie que peut avoir Romina. Et comme elle croit pas en son plan, c'est là où il va faire le choix C'est d'aller là vers le où braquage. voilà, c'est ça, absolument. C'est à ce moment-là qu'il décide effectivement d'écouter son pote et de lui dire voilà, écoute, ok, on va faire ça. Donc il lui explique, il lui dit écoute, toi t'es doué en moto, donc tu la braques en moto, tu rentres, tu choisis la personne la plus vulnérable des caissières, La plus vieille. voilà, la plus vieille, et après il lui dit la plus bête ou un truc comme ça, je crois. Et il lui dit voilà, t'y vas, on fait un petit repérage, moi je t'attendrai sur la route dans un camion, tu fonces à toute berzingue et puis tu me rejoins et puis tu rentres dans le camion puis on se casse, ni fu ni connu. Donc ça paraît assez facile, hein. On est loin de la complexité des plans de la saga Oceans avec George Clooney, toujours la filiation, elle est là. C'est clair. Et du coup, on est loin de cette complexité parce que là on est dans un cadre très crédible, réaliste, mais en fait c'est un peu paradoxal parce que le film est assez onirique dans sa façon de raconter les choses presque des fois, donc c'est toujours un peu étrange, mais c'est une étrange réalité en fait, c'est ça qui est très cool et qui participe à l'aspect mélancolique et poétique du film en fait. Et du coup il va braquer cette banque, donc il le fait, il est pas reconnaissable, il a son casque de moto, il a repeint sa moto en noir, c'était une moto blanche, il est tout en noir en combinaison et il arrive à faire le braquage exactement de la manière dont le mec lui avait dit que ça se déroulerait et donc il est tout content quoi, et il a récupéré des ronds, ils se sont fait un beau bifton, donc voilà quoi, tout va bien pour lui à ce moment-là. Ce qui est étonnant, c'est que dans le premier braquage, on sent qu'il y a beaucoup d'adrénaline chez lui, oui. Et il est assez violent dans les paroles, alors que le gars lui dit justement au départ, en fait, il se passe jamais rien de mal parce que les gens ils obéissent et tout. Et c'est étonnant parce qu'on a presque l'impression qu'il prend du plaisir à faire peur aux gens. Allez, moi j'ai ressenti ça. Ah ouais, moi j'ai pas ressenti ça du tout. Ce truc il est énervé, mais en même temps, tu sens que quand il sort, il a. Alors après, on va voir que dans le camion, il se sent pas très bien, mais il est un peu dépassé par les événements et du coup, il en fait presque des caisses. Alors ouais, il en fait des caisses, mais moi je trouve pas que justement c'était. J'ai pas eu cette lecture-là, cette lecture de voilà, il est agressif, enfin il est agressif, mais en fait il sait pas ce qu'il fait, comme tu. Ok. Dis. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il savait pas ce qu'il faisait et qu'en fait il en faisait des caisses parce qu'en fait c'est. Enfin, je veux dire, les phrases qui sortent, c'est les phrases que tu vois dans les films de hold-up ou les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi j'avais vraiment ce sentiment de je vais faire comme j'ai vu comment ça pouvait se faire quoi à la télé. Et voilà, et donc effectivement dans le camion, quand il arrive dans le camion, il vomit. Ouais. Parce que trop plein d'adrénaline et c'est quelque chose qu'il voulait pas. Au départ, il était pas du tout chaud pour faire ça. Il l'a fait parce que pour lui, c'est la seule façon de pouvoir participer à la vie de son fils en fait. Et donc, suite à ce premier braquage, donc il va retrouver Romina au restaurant. Et puis alors là, il est habillé de la même manière que d'habitude, avec le t-shirt retourné, avec l'étiquette qui ressort. Mais il a l'arrêt sur le côté, il s'est coiffé. Et donc, il l'emmène dans sa caravane. Donc, on suppose qu'ils ont recouché ensemble. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah bah clairement, puisqu'on les retrouve dans le lit. Oui, mais comme le plan est très rapproché... Ils sont torse nu. T'as quand même... Ils étaient torse nu, j'ai pas eu l'impression qu'ils l'étaient. Ah si, parce que lui... Alors... Vas-y, je t'écoute. Pour le coup, moi, je trouve que c'est le plus beau plan. C'est un des plus beaux plans du film. Moi, je suis amoureux de ce plan. Je le trouve extrêmement bien fait. Guillaume, notre ami romantique. Mais il est là aussi très légèrement débulé, mais pas beaucoup. Et surtout, il y a un effet il y a un changement de point régulier entre les deux quand ils parlent, qui est assez subtil et qui est bien fait. Mais surtout, Eva Mendes, elle est au premier plan. Et en fait, ils sont torse nu. On le voit. Et lui, c'est son bras dans la mise en scène qui cache le sein d'Eva Mendes. Ce qui est j'ai même pas remarqué, bonne idée de prod pour éviter de se taper un moins de 16 aux États-Unis. Mais pour le coup, c'est vraiment bien. Ce moment, il est chouette parce que pour la première fois, on montre en réel la passion qu'ils ont entre deux parce qu'on voit bien depuis le début qu'elle est là. Et là, ça y est, elle a finalement, entre guillemets, craqué à ce truc-là. Et elle lui parle de son fils. Et moi, je trouve que toute la séquence où il parle et ce qui va suivre, c'est une des meilleures séquences du film. Oui, c'est une séquence qui est très très belle. Elle est très très belle et très très triste en même temps par le personnage d'Eva Mendes justement la discussion qu'ils ont à ce moment-là dans la caravane, bras dessus, bras dessous, sur le lit, c'est voilà, comme tu l'as dit, elle lui parle de son fils, il lui demande comment il est, qu'est-ce qu'il aime et tout, et il lui demande mais est-ce qu'il a déjà mangé une glace ? Ouais. Et elle lui dit non, enfin je crois pas qu'il aime de toute façon parce qu'effectivement il en a jamais mangé.
Et il lui dit, bah écoute, c'est pas compliqué, tu vas l'amener, puis c'est avec moi qu'il va manger sa première glace. Comme ça, il va voir ma gueule à chaque fois qu'il mangera une glace. Ouais, exactement. Et en fait, il lui explique plus ou moins, il lui dit, voilà, j'ai pas envie qu'il grandisse sans père comme moi j'ai grandi sans père. Ouais. Et là, tu comprends pourquoi il fait tout ça. Tu comprends pourquoi il a ce côté où il sait pas ce qu'il doit faire. Parce que du coup, il y a une filiation avec la paternité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente pour un enfant ? Il a pas de repère en fait. Il a aucun repère. Il a pas de repère d'homme. Il sait pas ce que c'est en fait de se comporter en homme entre guillemets, de subvenir aux besoins de sa famille de manière légale, etc. Et c'est très intéressant en fait. Et ce qui suit après est encore plus beau et plus triste. C'est-à-dire que à la fin de cette scène, Eva Mendes, elle commence à pleurer en fait. Ouais. Et ça s'arrête là-dessus. Ouais. Et ça reprend, tu les vois devant le resto dîner un peu américain, profond, machin. Et il met le petit sur sa moto, il démarre la moto, ça fait pleurer le petit. D'abord, il lui fait manger de la glace. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça commence. Je crois que c'était après, mais non. Ils sont assis sur une espèce de table de camping un peu bizarre là devant le resto, et effectivement, il est en train de lui faire manger une glace. Et vraiment, moi, je trouve que cette séquence, elle est géniale. C'est tellement. En fait, je trouve que c'est très facile de se projeter dedans. Oui. Encore une fois, parce que ça ressemble à... C'est impossible de situer sur une carte où est-ce que c'est, et pourtant on a l'impression d'avoir tous déjà vu cet endroit. Oui, c'est assez fou. Et vraiment, t'as raison. Après, il y a le truc de il le met sur la moto, il allume la moto, le gamin se met à pleurer. Une petite famille heureuse en fait, c'est ça qui est assez fou. Et puis il va y avoir la photo. La fameuse photo. Plusieurs, mais notamment celle où voilà. Il lui cache les yeux. Parce que du coup, il demande à une passante, est-ce que vous pouvez nous prendre en photo devant la moto, machin. Donc ils font des photos de famille en fait, tout simplement. Et en fait, effectivement, Eva Mendes se met à pleurer et il lui dit bon, c'est bon, vous en avez assez pris. Et la dame a dit mais vous êtes sûr parce qu'elle pleure la dame là. Et du coup, effectivement, il y a une photo en particulier qui reviendra, on le verra pendant le film, où il cache les yeux d'Eva Mendes, donc on ne voit que le sourire d'Eva Mendes, on ne voit pas ses yeux. Et c'est une très belle photo en fait, ça marche bien. Il a un tatouage sur la main, il y a artistiquement, beau. La composition elle est géniale. La photographie de ce film est folle de toute façon, il faut dire les choses. Moi je répète, vraiment ce que je préfère, le segment que je préfère dans le film. Et en plus, là aussi, il y a des petits détails de mise en scène. Je parlais de caméra à l'épaule. Là, la caméra à l'épaule, elle est un peu plus perceptible. Et ça traduit aussi... En fait, ils vivent un truc qui est bancal. C'est-à-dire qu'elle est dans une relation avec un gars avec qui elle est posée. A priori, elle a l'assurance d'avoir une vie à peu près bonne pour son gamin et pour elle. Et en même temps, elle est retournée avec ce mec-là qui lui promet de l'emmener en caravane à l'autre bout du monde. Enfin, c'est très ambivalent. Et du coup, là aussi, je trouve que dans la manière de cadrer, tu parles de la photo, mais de la photo au sens du film, j'entends. Et là aussi, c'est bien foutu parce qu'effectivement, il y a quelques plans qui sont un peu mal cadrés. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette. Et cette photo, moi, je la trouve vraiment bien. Et c'est souvent un écueil, je trouve, dans les films dans lesquels on met une photo à l'intérieur d'un film pour s'en servir. Souvent, les photos sont trop propres. Moi, je fais souvent ce constat. Oui, on dirait que c'était un cadre blanc sur lequel ils ont rajouté numériquement la photo du film. Là, tellement pas. Comme pour les aspects des caméras de sécurité, ça revient souvent cet effet-là. Exactement. Ouais, alors que là, non. Là, la photo, on dirait une vraie photo faite avec un téléphone à l'arrache. Ou même avec un jetable. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'adore cette séquence et je trouve qu'elle fonctionne bien. Elle fonctionne et elle illustre vraiment bien leur relation. Oui, c'est ça. Puis en plus, à chaque fois, peu importe que le cadre soit un peu dérangé dans la manière de filmer, etc., l'enfant est toujours au centre. Ouais. Il marque un peu la séparation. C'est le lien qui les unit, mais c'est ce qui les sépare en fait. Voilà, c'est ça. C'est assez beau. C'est assez beau en fait, je trouve. On est toujours c'est très mélancolique cet épisode parce que ce film est vraiment très contemplatif. En fait, t'as des films qui sont très contemplatifs où il se passe rien, il n'y a pas de dialogue et t'es là, tu fais ouais voilà c'est beau, etc. Et effectivement, ils ont ce côté contemplatif, mais là c'est un côté contemplatif qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre dans le sens contemplatif. Je suis d'accord. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc, suite à ça, ça s'arrête là, cette séquence, et on retrouve Luc qui refait un deuxième braquage. Alors, c'est le deuxième qu'on voit, mais on imagine que c'est pas le deuxième dans la narration, dans l'histoire. Parce qu'il a l'air beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus habitué. Et en fait, on le voit qui arrive chez Romina. Donc, elle n'est pas sur place, il n'y a que la mère et le fils. Enfin, la mère et le petit-fils, en l'occurrence. Qui sont là et en fait ils ramènent plein de cadeaux, des jouets, un berceau parce que ils vivent dans une maison mais dans un quartier qui est quand même assez pauvre et donc il n'a pas de lit pour lui et du coup il dit je vais le monter, vous inquiétez pas, et en fait il force un peu son entrée dans la maison quoi. La mère elle le laisse un peu mais plus en mode il est chelou lui c'est un peu étrange mais elle dit mais ok vas-y fais ta vie, j'ai pas envie de me battre contre toi.
n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est marrant, il frappe à la porte et il lui chante une chanson en espagnol assez approximatif et compagnie. Et elle le regarde un peu, mais qu'est-ce que tu me veux, quoi. C'est assez marrant. Et donc, au moment où il monte le berceau, il y a donc Romina et Kofi qui rentrent. Et en fait, encore une fois, on le rappelle, c'est la maison de Kofi. Hein. Donc, ils montent tous les deux. Et il le voit en train de monter le berceau. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? C'est pas chez toi. C'est pas ta vie. C'est pas ta famille. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Et donc, Eva Mendes, elle est un peu... elle est mal, quoi. Elle est pas bien du tout, Romina. Et oui, je vais alterner entre son nom d'actrice et son nom de personnage. Je le fais depuis le début, m'en voulez pas. Et du coup, en fait, Kofi, voilà, embrouille un peu Luke et lui dit, mais attends mec, mais qu'est-ce que tu fous ? C'est chez moi ici. Si je dois acheter un berceau, c'est moi qui achète le berceau. Donc tu remballes tes affaires et tu te casses. Et du coup, Luke soupire beaucoup et lui dit, chut, chut, allez, arrête de parler, arrête, laisse-moi faire, ferme ta bouche, ok. Et l'autre lui dit, mais attends, mais tu te crois où ? T'es chez qui là ? Et en fait là, Luke se lève et frappe avec une clé anglaise Kofi. Et donc là, c'est une première rupture pour le personnage parce que mine de rien, même s'il fait des choses illégales en tant que spectateur, on s'attache un peu à ce voyou au grand cœur un peu, tu vois. Et du coup, c'est un premier choc, une première claque en tant que spectateur, je trouve. Et du coup, suite à ça, il va faire un peu de prison. Ouais, alors la séquence elle est assez forte parce qu'effectivement il lui met un énorme coup à l'œil. Oui, à l'arcade. Ouais. On a l'impression qu'on se demande même s'il a pas crevé l'œil au départ vu la violence du choc. Donc Eva Mendes, elle rentre pour les séparer, elle lui hurle dessus, lui il sort et en sortant il chope le gamin dans les bras de la grand-mère. Et le gamin qui est en train de pleurer et en fait il va le calmer, il va marcher avec lui et il va se poser devant la maison assis en attendant les flics en fait. En attendant la sentence, ouais. On comprend qu'il va pas fuir, lui juste il est avec son gamin et là aussi il y a un côté qui marche bien parce que tu l'as dit, il vient de faire un truc où ça nous rappelle quand même que le mec est dérangé mais en même temps la séquence d'après il calme son fils et il fuit pas, il assume ses responsabilités. C'est ça qui est assez paradoxal dans cette scène-là, c'est ça montre toutes les facettes du personnage. Et effectivement, tu as raison, derrière, j'ai noté, moi, il va en prison sans passer par la caisse départ, parce qu'il va aller directement, il va se retrouver effectivement en prison, ce qui est logique, puisqu'il a cassé la gueule de la personne qui s'occupe de son ex-compagne et de son fils. Mais il va en ressortir très vite, il y a une caution qui est fixée et on le voit dans la scène dans le tribunal là, où je crois qu'elle est à $2 500 donc elle est pas énorme. $2 500, c'est ça, ouais. Par contre on lui demande de plus s'approcher du gars, du plaignant, donc de Kofi, donc de sa famille et de son fils par extension. Exactement, donc du coup finalement il sort de prison grâce à la caution qui est payée par Robin. Et quand il rentre il le remercie et lui il n'a qu'une seule envie, c'est reprendre les braquages. Sauf que là Robin lui veut plus prendre de braquages parce qu'il se rend compte que le mec il est plus instable que prévu et lui il l'avait très bien dit au début, ça marche si t'en fais pas trop, si tu les espaces et si tu sais t'arrêter, et là il a le sentiment que lui il va jamais s'arrêter en fait. Oui c'est ça, en fait quand il retourne chez Robin il lui dit voilà écoute je veux me faire 2 banques d'affilée, donc on fait celle-là qui se trouve là-bas, ensuite avant que les flics me collent au cul je fonce, je me fais l'autre et puis comme ça on fait un gros coup d'un coup quoi. Et Robin lui dit non en fait il lui dit en VO il lui dit if you ride like lightning you're gonna crash like thunder. En gros si tu continues à filer comme l'éclair tu vas te foirer en coup de tonnerre. Bon, c'est un peu très mal traduit mais c'est plus stylé en VO, oubliez ce que je viens de dire. mais du coup ce qu'il veut lui dire voilà en gros c'est t'es trop gourmand, là ça va très mal finir en fait. Et Robin mine de rien il a un gros affect pour ce mec là. Et il veut pas qu'il finisse mal parce qu'il sait pourquoi il fait tout ça. Et bon Ryan Gosling le prend très très mal. Et alors je sais plus exactement ce qu'il fait. Il se bat. Il retourne une nouvelle fois voir Romina, je crois. Romina sur le parking, encore une fois. Sauf que là du coup elle lui dit mais casse-toi. Là elle veut pas le voir. En fait là il y va parce qu'il veut lui donner de l'argent. Oui c'est ça. C'est-à-dire que dans le sac poubelle noir. Il comprend qu'il va pas pouvoir rester chez Robin. Enfin, en tout cas il a plus envie. Donc avant de partir, il récupère une grosse partie de son fric. Il a quand même récupéré pas mal d'argent dans le premier braquage, enfin les 2 premiers même. Et donc il va la voir en lui disant écoute voilà, je
prends juste cet argent et puis va-t'en. Enfin, je prends juste ça. Sauf qu'elle, évidemment, veut plus le voir parce qu'il a cassé la gueule de Kofi. Donc là, elle refuse carrément de lui adresser la parole. Oui, elle l'ignore totalement. La seule fois qu'elle lui parle, c'est pour lui dire écoute, je peux rentrer dans ma voiture parce qu'il est devant la portière. Exactement. Donc là, on sent vraiment qu'il a perdu tout le lien qu'il avait avec elle. Et d'ailleurs, on voit bien, elle est très froide avec lui. Et lui, on sent qu'il le vit très mal. Et parallèlement à ça, on voit que Robin, lui, il est en train de démonter pièce par pièce sa moto. C'est ça. Et là, pour l'empêcher de faire une connerie. Exactement. En fait, on se rend compte qu'il le fait parce qu'il sait très bien que lui, il va jamais s'arrêter. Donc il dit, en fait, si je fais pas ça, le mec va vriller et ça va mal se passer. Il vrille quand même, puisque du coup, suite à la découverte de sa moto comme ça, qui est un peu finalement ce qu'il représentait. Exactement. Donc c'est un peu sa personnalité qui s'émiette en fait à ce moment-là. Il sait plus qui il est. Parce que c'est on l'a pas dit, mais c'est la même moto qu'il avait. Bien sûr. C'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début du film. D'ailleurs, il y a une scène où il l'a repeint en noir la moto. Oui, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il cache ce qu'elle symbolisait pour lui. Mais là, elle existait. Là, elle n'existe plus. Il faut bien voir que le gars, il la coupe en plein de morceaux. Oui, avec le chalumeau, il la coupe en deux. Il enlève le siège. Enfin, c'est un délire. C'est assez violent. Et c'est très violent pour une moto. Et donc, du coup, il retourne voir Robin, il lui fout un flingue dans la bouche, il lui dit écoute, c'est pas compliqué, tu vas me donner l'argent de la caution que je t'ai remboursé, donc les 2500 balles, et je dégage. Et en fait, il a racheté une moto, et on le voit faire le nouveau braquage. Sauf que là, tu sens que lui le fait pour le faire, qu'il n'a pas l'envie vraiment profonde de le faire. Il n'a plus de raison en fait de le faire. Et du coup, ça se passe pas du tout bien. Déjà, il est mal préparé parce que pour la première fois, il va dans une banque où il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a des vitres sur le comptoir. Et sauf que lui, sa logique, c'est de se mettre debout sur le comptoir pour pouvoir prendre en joue un peu tout le monde en même temps. Donc là, il peut difficilement le faire. Il y a une scène un peu gaguesque où on doit lui envoyer le sac rempli d'argent par-dessus la vitre et la personne qui l'envoie n'arrive pas à l'envoyer assez haut. Ouais, c'est une petite vieille. Du coup, il demande à un mec à côté qui l'envoie, mais elle reste bloquée en haut de la vitre. Donc il est obligé de sauter pour reprendre le sac. Et on voit bien qu'il est là, il est panique perdu, en fait. Il est perdu, bien sûr. Il panique, il perd là où il avait fait preuve plutôt de sang-froid et en tout cas d'assurance dans les deux premiers, là, pas du tout. En fait, il a plus de repères. Exactement. Et surtout, il va sortir et là, il n'a pas de bol. Sa moto démarre à peine, très lentement, pas tout de suite. Et là, tu comprends qu'en fait, il a acheté une moto au rabais qui est pas bien, quoi, qui est pas fonctionnelle. En tout cas, pas pour faire ce genre de choses. Et du coup, les flics en fait s'engagent une course poursuite. Et donc là, c'est très intéressant parce que on revoit Ryan Gosling, et là c'est la course-poursuite, elle est filmée de l'intérieur de la voiture de police. Ça c'est génial. Et en fait c'est absolument génial parce qu'en fait on reprend un plan séquence, c'est encore un plan séquence, mais filmé que de l'intérieur de la voiture de police. Et on revoit exactement le même type de plan du personnage, c'est-à-dire de dos, en train d'aller vers l'avant, de jamais regarder en arrière. Et là en fait on suit plus du tout le personnage, on le voit d'un autre point de vue. Et ça va être très important pour ce qui va suivre. Et au final, c'est quelque chose d'extrêmement bien joué, je trouve, de la part des caméras, enfin du réal et du metteur en scène, en fait, tout simplement. Ouais, c'est bien foutu. C'est super bien foutu. Ça génère un vrai sentiment d'urgence parce que il faut comprendre que la caméra, elle est à l'intérieur de la voiture, elle est comme posée sur le tableau de bord, si vous voulez. Enfin, en tout cas, sur ce qui est à l'avant, au-dessus du tableau de bord. Et du coup, on voit un tout petit bout de l'intérieur de la voiture et ensuite on voit à travers la vitre, ce qui fait qu'on a toujours un repère visuel de où est posée la caméra et du coup ça bouge pas mal, ça fait un peu si vous avez déjà vu des vidéos faites avec des GoPro, ça donne un peu cet effet de on a un point fixe sur l'image pour voir où on est et tout le reste est en mouvement et du coup on voit bien, en plus il coupe, il passe à travers des jardins, il prend des virages à angle droit et tout, donc vraiment la course-poursuite elle est vraiment bien foutue, elle est hyper rythmée et elle est assez longue en plus. Elle est assez longue et c'est vraiment bien foutu. Et en plus il coupe à travers un cimetière, ça c'est génial. Ce qui pareil est annonciateur du pire en fait. Et c'est absolument bien fait. Alors, à savoir que, si je dis pas de conneries, la scène a été tournée en une seule prise, avec une moto équipée d'un système gyrostabilisé et d'un opérateur embarqué. Voilà. Pour l'anecdote technique. Et du coup, c'est une scène qui est extrêmement rythmée, extrêmement intéressante. On change jamais de point de vue, on sort quasiment pas de la voiture, et quand on en sort, en fait, il n'y a pas vraiment de sentiment de coupure. Et alors, une première fois, il se retrouve devant un espèce de barrage en pierre à la sortie du cimetière, il peut pas sortir de là, il y arrive tant bien que mal. Et donc là, on passe sur une autre voiture, à l'intérieur d'une autre voiture, où on découvre un nouveau personnage. À ce moment-là, on ne sait pas qu'il est trop important, mais on est dans la voiture du personnage incarné par Bradley Cooper, donc Avery Cross. Et en fait, ce flic-là est celui qui va aller au bout de la poursuite. Il va le coincer, en fait, puisque du coup, Ryan Gosling va tomber de la moto.
il va s'enfuir et aller dans une maison, la fameuse maison avec la fameuse porte rouge dont on vous parlait tout à l'heure. Il va prendre en otage les 2 personnes qui y vivent, après avoir fermé derrière lui quand même, hein, parce qu'ils n'étaient pas dans la pièce du bas à ce moment-là. Et il va monter dans les chambres, et là il va comprendre que c'est fini, quoi. Oui, qu'il a pas là pour le coup, il n'a pas d'échappatoire. Là, il a aucune échappatoire. Derrière lui, le vide. Devant lui, le flic. Enfin, c'est fini, quoi. Là, il est bloqué, il est enfermé. On retourne à cette sensation d'enfermement. Et donc, Bradley Cooper sort. Son personnage sort. Il encercle un peu la maison. Enfin, il encercle. Il fait le tour. Il fait le tour. Il cherche des entrées. La porte est fermée. Il peut rien faire. Donc, il reste à l'extérieur. Et finalement, Ryan Gosling à l'intérieur décide de laisser partir les 2 personnes. Et il commence à faire le numéro de Romina pour la prévenir et lui dire écoute, là c'est mort pour moi, c'est fini, là, c'est la fin de ma course. Et il va lui demander un truc très significatif. Il va dire ne parle pas de moi à notre fils. Voilà, ne lui parle jamais de moi. Voilà, faut pas qu'il sache qui je suis, qui j'étais, ça vaut pas le coup. Et donc, les 2 personnes qu'il a libérées s'enfuient en laissant la porte ouverte. Du coup, Bradley Cooper rentre dans la maison. Et donc il vérifie. Il va à l'étage parce que les 2 otages lui disent qu'il est à l'étage, absolument. Il va à l'étage et il ouvre une première porte. C'est alterné en fait, c'est comme un chant contre chant. C'est très stylé, c'est très rythmé. On a d'un côté Bradley Cooper qui ouvre les portes, de l'autre côté Ryan Gosling qui est au téléphone. Et à savoir que Ryan Gosling il s'est assis, il est au bord du précipice littéralement, c'est-à-dire qu'il est assis sur la fenêtre, le cul à l'extérieur si vous voulez, avec le téléphone à la main. Et en fait, quand Bradley Cooper rentre dans la pièce où se trouve Ryan Gosling, en fait, il tire un peu malgré lui, avec le stress, on dirait, c'est accidentel, mais il tire sur Ryan Gosling. Et Ryan Gosling, en tombant, du coup, tire aussi sur Bradley Cooper. Et du coup, Ryan Gosling est précipité dans le vide. Du coup, le personnage de Bradley Cooper va regarder par la fenêtre, et là, on voit que Ryan Gosling est mort. Luke est mort, son personnage est mort, éclaté par terre, avec une énorme flaque de sang autour de lui. Et alors là, moi, à l'époque, je sais pas si ça t'a fait ça quand tu l'as vu la première fois, mais alors là, je me suis dit, attends, le film reposait un peu sur Ryan Gosling, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire là ? On est à 50 minutes de film à ce moment-là, je le pense précise. que c'est pour ça que le film est si bien, c'est que c'est le truc le plus inattendu. C'est-à-dire que le twist du film, il est là. Oui, carrément. Le personnage principal meurt, le flic à ce moment-là n'a aucun intérêt dans l'histoire. Si ce n'est que effectivement il tire en premier. Moi j'ai noté à ce moment-là du film, je l'avais déjà vu, mais la première fois je me souviens très bien de dire mais pourquoi il lui a tiré dessus ? Il n'y a pas de raison qu'il lui tire dessus puisqu'il n'est pas en danger. Surtout que au moment où il rentre, Ryan Gosling le baraque pas. On a presque le sentiment qu'il est prêt à se rendre en fait. Enfin, il était fataliste à ce moment-là carrément. C'est pour ça qu'il dit. Je suis pas sûr qu'il imagine qu'il va mourir. Mais non. Je pense qu'il imagine qu'il va aller en prison et que cette fois il s'en sortira pas parce que personne l'aidera. Et effectivement, le fait qu'il meure à ce moment-là, on se dit mais où est-ce que va aller le film ? Parce que en fait il n'y a plus rien il y a rien de plus important à raconter que lui, parce que la vie de Romina, pourquoi pas, mais c'est pas, a priori c'est pas vers ça qu'allait le film, donc c'est vrai que c'est un vrai parti pris, c'est un vrai risque, et moi j'aime ça quand les films font ça, quand ils te surprennent, parce que pour le coup, alors j'ai pas vu les bandes annonces à l'époque, mais j'imagine qu'on spoilait pas ce truc là, j'espère en tout cas. Non, je crois qu'on spoilait pas ce truc là. Je croise les doigts pour que ça va le faire. C'est une époque où beaucoup de bandes annonces étaient bien faites, hein. Moi j'ai en tête aussi la bande annonce d'un autre film qui s'appelle Prisoners de Denis Villeneuve, où toute la bande annonce ne montre rien de toute la deuxième partie du film en fait. Et du coup, quand il y a un événement qui se passe à peu près un peu avant le milieu du film, tu te dis mais attends, mais là j'ai vu tout ce que j'ai vu dans la bande-annonce, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça rend le truc super intéressant, c'est extra. En tout cas là c'est un vrai tour de force du film, et le film va donc s'orienter sur autre chose, puisque finalement le fameux flic en question il s'est quand même fait tirer dessus, on se rend compte que c'est dans le genou, donc finalement il n'est pas blessé mortellement, et quand il va se réveiller à l'hôpital, il est entouré de sa famille, mais très vite on vient l'interroger, c'est l'équivalent de l'IGPN chez nous, la police des polices, en gros, qui vient l'interroger. Et là, on va comprendre que lui va choisir sciemment de mentir. Oui, en plusieurs disant, fois. On m'a tiré dessus, j'ai riposté. Et surtout en disant aussi qu'il a défoncé la porte pour rentrer alors que la porte était laissée ouverte. Exactement. Et en fait, il a vraiment ce truc de... Il sait très bien que s'il dit la vérité, ça pourrait lui être reproché. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, le film va non plus parler du personnage de Luke, mais va parler du personnage de ce flic. Avery.
et de Avery et de sa culpabilité. Bien Parce sûr. que lui, il sait très bien ce qu'il a fait, il sait qu'il ment pour sauver, entre guillemets, Se sauver la face, en fait. sauver la face, puis sauver sa carrière. sa poste. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à la suite de ça, il va être porté en héros. Oui. Et donc, du coup, d'un seul coup, lui, il est seul à savoir que il mérite pas d'être traité en héros. Et puis on comprend aussi que, déjà, deux choses, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, il est entouré de sa famille, donc son père, mais surtout Et- sa femme et son fils, qui a un âge, qui a l'air d'avoir l'âge du petit de Luke et de Romina. Et en fait, on est carrément sur un miroir déformé, parce que quand on le voit mentir, on se dit, mais attends, c'est quand même un flic, l'incarnation, entre guillemets, de la justice, du De bien, l'autorité. de l'autorité, de l'honnêteté. Et là, en fait, on se dit, ah oui, d'accord, donc en fait, on est sur l'opposé total du personnage de Ryan Gosling. C'est-à-dire qu'on a un personnage représentant de la loi qui ment sciemment. Alors Ouais, que Ryan Gosling, absolument. lui, n'a jamais menti sur ses intentions et sur ce qu'il voulait faire. Oui, non, lui, il a plutôt été Il avait le cœur honnête. pur, plutôt, d'une certaine manière. Dans le mauvais chemin, mais il a plutôt été honnête. Et puis surtout, il y a un autre truc qui va peser, c'est qu'on comprend que son père, à lui, était un flic très reconnu aussi. Un juge. Était un juge, pardon. Mais on comprend que c'est un mec qui avait le respect de l'institution. Donc se dire que lui a menti, c'est quand même compliqué. Et d'ailleurs, ce qui va traduire ça, c'est qu'il est suivi par un psy. Il y a une séquence qui arrive assez vite où on le voit parler avec la psy. Et il le dit qu'il se sent pas bien depuis, et notamment avec son fils. Et elle lui dit, en fait... c'est peut-être que vous culpabilisez, et à ce moment-là il conscientise le fait que Luke avait lui-même un fils du même âge, et elle lui dit en fait c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, parce que vous pouvez pas vous empêcher de vous mettre à la place de ce mec-là qui avait à peu près le même âge que vous, la même situation si j'ose dire, à savoir qu'il avait un enfant en bas âge, sauf que vous vous êtes encore avec votre famille, et lui vous avez fait un orphelin quoi. Et comme lui il sait très bien qu'il a fait entre guillemets une bavure, parce que techniquement c'est ça, enfin je veux dire si on prend les choses factuellement, dans la vraie vie, on dirait que le mec il a fait une bavure, il a tué quelqu'un sans raison. Surtout que je disais qu'il y avait deux choses moi qu'on apprend aussi dans cette séquence-là. C'est la deuxième chose, c'est que effectivement on apprend qu'il était là depuis 6 mois seulement. Il était en service sur le terrain depuis 6 mois. Donc c'était un rookie, c'était un jeune flic quoi. Et donc effectivement il culpabilise, il peut plus voir son fils, et il culpabilise aussi de son mensonge, de sa bavure. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et en fait c'est pour ça que je voulais pas trop dire sur la structure narrative du film, parce que passé ce choc, en fait, on comprend que le film, à ce moment-là, va se concentrer sur un autre personnage. Et c'est pour ça que l'importance du changement de point de vue lors de la poursuite, il a tout son sens à ce moment-là. Parce que du coup, on change de point de vue, on change de personnage, et on va retrouver les mêmes types de plans serrés sur le visage de Bradley Cooper, qui s'en veut, qui se torture la tête et compagnie, pendant toute la séquence qui lui est consacrée, pendant tout l'acte qui lui est consacré, on peut même dire ça. Et, Carrément, oui. Et du coup, pareil, les mêmes plans séquences où on le suit de dos, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est un choix, comme tu dis, c'est très couillu en fait, de faire ça. Et donc, suite à ça, à ses rendez-vous avec le psy et compagnie, il comprend pourquoi il culpabilise. On découvre que chez lui, même sa femme trouve qu'il a changé. Et un soir, en fait, il a trois collègues qui viennent le voir, soi-disant pour prendre des nouvelles et compagnie, parce qu'il n'a toujours pas repris le service. Hein. Il est en attente d'être sûr qu'il n'est pas considéré comme bavure, etc. Et les 3 collègues viennent le chercher, donc ils mangent chez lui d'abord, et ensuite ils lui disent on a une surprise pour toi, viens avec nous, machin. Donc il le chambre un peu parce que sa femme n'est pas trop chaude pour qu'il sorte. Et vas-y, je t'écoute. Précise juste qu'il y a Ray Liotta parmi ces 3 flics. J'ai oublié de le dire, absolument. Ray Liotta, ouais, voilà. Franchement, Ray fucking Liotta. Je suis pas loin de penser que c'est le meilleur. Enfin, c'est un des meilleurs personnages du film. On le voit très peu, mais et pourtant il est pas là. putain, beaucoup, qu'est-ce qu'il joue bien. Et il a vraiment ce mec. Il a une présence. J'avoue. Je m'excuse, mais j'ai découvert seulement après avoir vu le film en faisant des recherches qu'il était mort. J'étais persuadé qu'il était encore vivant. Il est mort il y a quelques années. Il est mort en 2022, alors qu'il était relativement jeune. Mais vraiment, il a la tête de l'emploi. C'est-à-dire que c'est un grand acteur des années Scorsese. Il a une tête de méchant. Enfin, il peut pas jouer autre chose que ça. Clairement, quand je l'ai vu dans ce rôle-là, je me suis dit, mais ce mec, il pourrait incarner ça dans la vraie vie, quoi. Ouais, et je trouve qu'il joue très doué, super bien. C'est vrai. À chaque fois qu'on le voit, parce on le voit pas très longtemps, mais il a quand même une grosse importance dans l'évolution du personnage de Bradley Cooper. Et je trouve qu'il joue à la perfection, et notamment cette fameuse séquence dont tu commençais à parler, à savoir la fameuse surprise. Oui, voilà, la fameuse Ray Liotta d'ailleurs, qui joue dans... alors oui, il a joué dans les films de Scorsese, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on le connaît beaucoup.
Mais moi, je le connais pour le film, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc je me permets une petite parenthèse. Mise à prix. Dans Mise à prix, Yes. absolument. Je l'ai toujours pas vu. Hein, Bien sûr que tu ne l'as toujours pas vu. Mais voilà, il joue dedans. Il joue pas un méchant, mais il joue dedans. Et voilà, moi, c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Et donc, revenons à nos moutons. La surprise, en fait, il l'emmène chez Romina. Donc, surprise de merde, un peu. Hein. C'est horrible. On n'a pas vraiment la même notion de surprise. Mais c'est clair. Et en fait, il rentre chez Romina sans mandat, en menaçant. Elle lui dit écoute, t'oublies que j'ai pas de mandat, j'oublie que ta mère elle a pas de papier. Donc, des gens très, très gentils. Et en fait, ils viennent chercher l'argent que Luc aurait donné apparemment à Romina, enfin, ce qu'eux imaginent qu'il a donné. Parce que du coup, forcément, suite à sa mort, c'était quand même un braqueur assez reconnu finalement, parce qu'il a fait quand même beaucoup de banques, c'est ce qu'on comprend. Ils ont fait une saisie là où il vivait, donc dans la caravane, chez Robin, machin. On imagine, c'est pas montré, mais on suppose, pour les besoins de l'enquête. Et en fait, ils n'ont pas dû trouver l'argent, donc ils se disent forcément, il l'a laissé à sa famille. Et donc là, tu les vois s'introduire de force, en fait. Il n'y a pas de violence montrée à l'écran, mais c'est très violent comme façon de faire. Moi, j'étais mal à l'aise, moi. C'est complètement le film a réussi à me mettre mal à l'aise parce que lui, il comprend très vite où il est. Parce qu'évidemment, il sait à quoi ressemble Luc et il comprend, enfin, il reconnaît la famille. Oui, puis sa culpabilité fait qu'il s'est renseigné. Et puis surtout, il faut bien comprendre que la famille sait très bien qui il est aussi. Bien parce sûr. qu'on l'a vu à la télé partout, il a été porté en héros, il reçoit une décoration pour je sais pas quoi à un moment. Enfin, c'est juste après. Ouais. Il y a vraiment ce truc de... moi, ça m'a vraiment foutu mal à l'aise, surtout la scène avec le gosse. Ah bah oui. Parce que du coup, il cherche à fouiller, donc elle dit non, vous n'avez pas à l'étage, il y a Jason qui dort, machin. Non, mais madame, promis, on fera pas de bruit. Et en fait, un des flics dit, moi, si je devais cacher quelque part, je le cacherais dans l'endroit... Je le cacherais près de mon cœur. Près de mon cœur, exactement. Et c'est évidemment sous lui, son gamin. Et donc, ils vont faire porter Jason le fils à Bradley Cooper. Ils vont lui donner pour qu'il le tienne pendant qu'il soulève le matelas. C'est horrible. C'est horrible. En fait, pour moi, cette scène-là, il y a presque une dimension de torture. Oui, psychologique, et là, mais ouais. Pour le personnage, mais aussi pour le spectateur. Parce que t'as pas envie de voir ça. Moi, vraiment, j'étais prostré, quoi. Je me dis, putain, quel enfer. Oui, puis t'as vraiment ce côté d'Amérique profonde où t'as, dans ce genre de ville, c'est souvent montré en fait dans les interprétations de les différents films et compagnie. T'as un peu cette ségrégation qui est toujours assez présente, entre guillemets, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Bah oui. C'est-à-dire que les flics sont tous blancs, et là, on a une femme latina avec une grand-mère qui parle un peu anglais, mais pas trop non plus, qui visiblement a pas de papier, et un mari noir. Donc du coup, là, on est vraiment dans ce cliché qui finalement, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Hein. Et du coup, c'est très malaisant, c'est très dérangeant, ça peut être difficile à regarder. Ça peut être difficile à regarder parce que, encore une fois, c'est tout en subtilité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de menaces de flingue et compagnie, c'est juste des mots. Et juste les mots sont plus violents que tout ce qu'ils auraient pu montrer, en fait. Mais je suis d'accord, moi, il y a vraiment ce truc de tu sens qu'on veut le mettre lui dans une situation d'inconfort, mais surtout on veut les mettre eux dans une situation d'inconfort de on est flic, on fait ce qu'on veut. J'ai pas de mandat, j'en ai pas besoin, parce que sinon ta mère, je l'envoie en prison. Enfin, il y a vraiment de l'abus de pouvoir dans ce qu'ils font. Et tu as raison, il y a un rapport... une forme de racisme clairement ici. Oui, c'est un peu... Et moi je trouve que ça marche extrêmement bien, et là je reviens à Ray Liotta, il est absolument génial dans cette horreur. Oui, parce que lui, c'est lui qui les interroge en bas pendant qu'il fouille en haut. L'espèce de faux gentil, oui, c'est horrible. Il est passif-agressif, c'est insupportable. Vraiment. On l'exècre à ce moment-là, mais c'est la force du jeu du mec. Hein, c'est ça, c'est qu'il joue extraordinairement bien, cet acteur. Et donc ils redescendent avec la thune, et en fait ils disent à Ray Liotta ouais, non, on n'a rien trouvé. RAS, ils lui disent. Et ils s'en vont. C'est-à-dire qu'en plus, ils disent pas qu'ils ont trouvé l'argent. Bien sûr, parce que ça voudrait dire qu'ils disent à la famille qu'ils ont touché au gosse, bien sûr, mais c'est encore plus horrible, parce que du coup la famille peut pas dire bah oui, mais l'argent de ces braquages ils nous les avaient donnés, tu vois. De toute façon, ils savent très bien que la famille peut pas s'en plaindre derrière de se faire voler un truc qu'ils sont pas censés avoir. Ils savent ce qu'ils font. Et donc suite à ça, donc ils s'en vont, et dans la voiture ils partagent les ronds, donc je crois qu'il y a $14,000, et ils en donnent 7,000 à Avery. Ils lui disent c'est toi qui as la plus grosse part parce que c'est grâce à toi et c'est toi qui l'as tué, et voilà. Suite à ça, t'as une scène le lendemain où Avery déjà cache l'argent dans son garage, et suite à ça il retourne au commissariat, il est convoqué par son chef, et
le commissaire, et en fait il demande au commissaire, il lui dit bon bah voilà, je vais bientôt retourner sur le terrain. Le commissaire lui annonce qu'il peut revenir et tout. Il lui dit par contre je veux pas retourner sur le terrain justement. Je veux être promu lieutenant dans tel service justement pour j'ai plein d'idées pour la suite. En fait il allait dans l'ombre quoi. Il veut être promu. Et le commissaire lui dit bah non, c'est bien d'avoir des idées, mais là c'est trop tôt pour toi. Et donc du coup il est, je sais pas si on peut appeler ça un rétrogradage, mais en tout cas il est condamné à être le flic que tu vas voir quand tu veux déposer des preuves dans la salle de preuves en fait. Et Ouais, c'est pas qu'il est aux archives, mais pas loin quoi. Il oui, a vraiment, c'est vraiment le flic. C'est l'équivalent posé, quoi. de comment elle s'appelle là, dans Dexter, la nana que Dexter va voir quand Oui, il a besoin d'accès aux j'ai preuves. oublié comment elle s'appelait. Oui, mais c'est un peu ça. Il y a tout un arc intéressant dans la série sur elle d'ailleurs. Et du coup, voilà, il surveille la salle des pièces à conviction. Et on le voit fouiller justement dans les pièces à conviction de son affaire à lui, en fait. Et dans le sac à dos que Luc avait pendant tous ses braquages. Et il trouve la fameuse photo de famille dont on parlait tout à l'heure. Et ça lui fait déjà... Tu sens que la culpabilité, elle est encore plus grande à ce moment-là pour lui. Et Bradley Cooper le joue très très bien. Et en fait, il y a un des flics, à un moment donné, qui, juste après, lui dit, voilà, moi je travaille aux mœurs maintenant. Vu que tu es dans les pièces à conviction, il faut que tu me sortes de la coke pour mon affaire avec, alors j'ai oublié son nom, mais le personnage de Ray Liotta. Et il dit, ouais, ok, mais il est pas du tout chaud, quoi. Il a pas du tout envie de faire ça. Et en fait, il culpabilise tellement qu'il décide de rendre l'argent à Romina. Ouais. Ça part. Alors en fait, avant de faire ça, c'est-à-dire qu'il va fouiller dans le truc des pièces à conviction et il va retrouver le sac de Luc. C'est-à-dire que quand il fouille dans le truc, il trouve le sac et c'est... Il fouillait dans son affaire, c'est ça, ouais. Exactement. Et en trouvant le sac, il va notamment tomber sur je crois sur la photo parce qu'elle est dans le sac. C'est ce que je disais, ouais. Et c'est ça qui va lui faire se dire... qu'il faut qu'il rende l'argent. Ouais, exactement. Pour moi, il y a ça intervient après ce que j'ai dit sur ouais, la coque. exactement. Ouais, en fait, c'est en parallèle. C'est-à-dire qu'il a l'air de vouloir faire la mission que le gars veut qu'il fasse sur la coque, là. Mais du coup, il va aussi en profiter, lui, pour chercher... pour fouiller un peu sur l'affaire de Luc. Ok, et j'ai un peu mélangé, autant pour moi. On va dire, non mais pas de souci, pour se déculpabiliser si j'ose dire, il se dit en fait le fric que j'ai volé chez eux, je vais leur rendre. Et donc il va aller la voir. Au resto. À nouveau une scène sur le parking, on le voit beaucoup ce parking. Ouais. Vraiment il a été bien rentabilisé le lieu, mais il est plutôt sympa. Et là une fois encore, évidemment elle refuse de lui parler. En fait, il y a un parallèle avec cette scène et la dernière fois que Luc est venu la voir sur le parking pour lui donner de l'argent. Clairement. Là aussi, elle veut pas d'argent, elle veut pas lui parler parce que il a tué le père de son fils. Et ça, et puis en plus il est venu chez eux, il leur a volé ce fric quelque part. Donc, et puis il y a pas tout en plus là, c'est-à-dire qu'il manque quand même une certaine somme. Donc finalement, elle prend pas l'argent et donc lui il revient et là il se dit, en fait mon seul arc de rédemption, c'est de dénoncer la corruption. C'est ça. Et donc, du coup, il retourne voir le commissaire et il lui donne l'argent. Il lui dit voilà, c'est tel flic qu'on fait ça et tout. Et là, le commissaire le regarde, il fait mais t'es con ou quoi? Il dit mais prends ça. Et genre, il prend des gants pour lui rebalancer l'argent à la gueule. Il dit mais garde ça, j'en veux pas de ta merde. T'es fou, mais tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire, espèce de petit con. Enfin, bon, tu sens que le commissaire est autant ripou que ses subalternes. Et donc, il ressort et il voit le commissaire parler à Ray Liotta. Et les deux le regardent, mais si leurs yeux pouvaient tirer des balles, je pense que Bradley Cooper serait mort à ce moment-là. À ce moment-là, on nous fait comprendre qu'à partir de là, tout le monde va le haïr, parce que tout le monde va penser qu'il est prêt à faire tomber le système. C'est ça. Et ce qui nous permet de comprendre que tout le monde a l'air au courant, et tout le monde a l'air OK avec ce système de corruption, personne dit rien. Quoi. C'est ça. Et donc, suite à ça, donc, il monte dans sa bagnole, il s'en va, et en fait, Ray Liotta le suit, le fait se mettre sur le bas-côté, et lui dit, écoute... faut qu'on discute, toi et moi, de ce que machin t'a demandé, la coke. Parce que là, moi aussi, j'ai besoin de t'en parler. Donc tu vas me suivre, ok? Et il lui donne une petite tape sur le torse en mode allez, viens, on y va. Et donc là, c'est encore une fois, on est dans la voiture de Bradley Cooper, on est cadré juste sur son profil, sur sa tête, et on voit qu'il est en panique totale. Il se dit je vais crever, c'est pas possible. Donc il sort son arme, il vérifie qu'elle est bien chargée et tout, mais il suit quand même. Alors, il le suit longtemps parce que du coup il l'emmène sur cette fameuse route qui coupe la forêt et jusqu'à ce qu'elle rentre dans un chemin de terre dans la forêt. Et là tu te dis mais il l'emmène où comme ça? Évidemment qu'il va le tuer. Et alors là au dernier moment Bradley Cooper réagit et dès que Ray Liotta est sorti de sa bagnole il tape la marche arrière et il se barre. Et il se barre, il va chez son père. Et chez son père il lui explique tout et son père lui dit franchement on peut encore s'en sortir, il y a une seule solution mais ça va pas te plaire.
qui c'est qui te fait encore confiance là-bas? Il lui dit tel mec, donc le mec qui lui a demandé de base la coke. Et il lui dit bah écoute, on va commencer par lui. Donc il reprend rendez-vous avec ce gars et en fait il enregistre sa conversation où le mec lui dit mot pour mot, voilà, on a besoin de la coke pour faire ci, pour faire ça, donc tu vas me la donner, tu vas arrêter de faire le con, machin. En plus, toi, t'es un héros, t'es tout jeune, t'es le fils d'un des plus grands juges de ce pays et de cet état surtout, donc personne te fera chier. D'accord ? Donc fais ça. Et alors moi, j'ai noté un truc, tu vas me dire ce que t'en as pensé. Le personnage de Scott a une oreillette. J'ai pas fait attention. Putain, mais moi, il y a plein de moments où j'ai l'impression que les personnages avaient des oreillettes. Alors, tu sais, mes couleurs chères, pas des oreillettes, genre parce qu'ils sont malentendants ou quoi. J'ai pas fait attention. Ça m'a fait super bizarre. Je me suis demandé si c'était fait exprès, en mode peut-être que c'était des indications qu'ils pouvaient leur donner directement dans l'oreillette, des indications de jeu, je sais pas. Bon, bref, c'était la petite anecdote qui sert à rien, mais il en faut aussi un peu. Et donc bon, voilà, il enregistre cette conversation, il la donne à son père, et son père lui dit mais t'es prêt à aller au bout quand même? Il dit ouais, je suis prêt à le faire. Et du coup, il va voir le mec qui l'a interrogé au tout départ, quand ça. après avoir tiré sur Luke. C'est ça. Donc c'est le mec il le dit, c'est l'IGS. C'est ça, l'IGS, qui est un ancien collègue de son père, du coup. Exactement. Et donc il va le voir et le mec lui dit ok, mais par contre vous allez en chier parce que tout le monde va vous haïr. Mais est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et il dit oui. Mais par contre, il négocie. Alors moi, je veux, mais par contre, je veux être substitut du procureur en échange de ça. Et je veux l'immunité totale aussi. Et je veux l'immunité totale, c'est-à-dire que voilà. J'ai participé au vol de ça, machin. Et donc le mec au début dit non, et le gars dit bah ok, je vais donner ça à la presse. Je vais le donner à la presse parce que de toute façon, sans moi, vous avez rien, et moi j'ai des éléments suffisamment tangibles pour que ça tombe. Donc là, le gars est niqué, et du coup, c'est plutôt bien fait parce que là aussi, il y a un parallèle avec le parcours de Luke, c'est-à-dire que il a au départ une intention qui est louable, mais en fait, on se rend compte qu'il cache quelque chose qui ne l'est pas derrière. Lui, Gosling, c'était plutôt l'idée de en fait, je veux jamais arrêter de braquer des banques parce que c'est facile d'avoir de l'argent comme ça, alors qu'il en a plus besoin au moment où il fait le dernier braquage. Et lui, c'est ok, il est noble, mais en fait, il a une ambition politique en l'occurrence derrière. C'est ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec le flic qui accepte, mais qui dit par contre, je vous serrerai jamais la main. Ouais, parce que, en fait, vous faites pas ça pour les bonnes raisons. Et puis, tu le fais pas de la bonne manière non plus. Et à la suite de ça, on voit, c'est montré dans les médias, ça va très vite, mais du coup, les flics sont arrêtés. On nous dit que c'est le plus gros coup de filet de corruption de ces 50 dernières années. Et donc, on voit notamment Ray Liotta qui se fait arrêter, ça, on nous dit et qui est très que les flics arrêtaient des gangsters, mais qu'en fait c'était eux-mêmes des gangsters qui arrêtaient des gangsters. Ouais, c'est exactement ça. Et vraiment la gueule de Ray Liotta vaut le détour. Ouais, bien sûr. Non, c'était très bien foutu ce petit montage. Et là du coup, l'acte 2 se termine et on arrive dans l'acte 3. Donc en fait, ce film est un triptyque. Oui, pour le coup, il a un découpage assez classique. Oui, mais alors je suis d'accord, assez classique, mais t'as presque l'impression de regarder une série d'une traite. 3 épisodes d'une série. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, ce truc-là sortirait sous forme de mini-série Netflix. Bien sûr. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et donc là, on a une ellipse de 15 ans quand même. C'est pas une petite ellipse. Et on retrouve Avery, 15 ans plus Bradley tard. Cooper n'a plus l'air d'avoir 12 ans. Parce qu'on l'a pas dit, mais vraiment, dans la première partie du film. Oui, alors, le film a 12 ans, hein, mais qu'est-ce qu'il fait jeune? Je sais pas à quel point c'était son... Parce que je pense qu'à l'époque, il avait déjà fait... Il avait dû déjà faire tout ce qui était Very Bad Trip. Je pense que c'est après, ouais. Etc. Donc, mais moi, ça m'a frappé au début à quel point, parce que c'est vrai qu'on est habitué à son visage maintenant, il a l'air hyper jeune dans la première partie du film. Et par contre, dans l'acte 3 plutôt, là, pour le coup, il ressemble vraiment à l'acteur qu'il est aujourd'hui. Répète, le film a 12 ans, t'as dit, c'était 2013, je crois. En 2013, ouais. Donc, il a été présenté dans un festival en 2012 et il est sorti en 2013. Donc, on va dire, ouais, le film a 12-13 ans. Et vraiment, là, la différence entre l'acte 2 et l'acte 3, c'est saisissant. Et là, il est vraiment... Il en impose, quoi. Oui. D'ailleurs, il a changé, puisqu'on comprend qu'il est en campagne. Moi, j'ai compris il était en campagne pour être procureur ou pour être gouverneur. C'est pas très clair. Moi, j'ai eu du mal à saisir ce qu'il voulait. C'est un système, c'est le système des États-Unis. C'est un peu compliqué. En fait, en VO, il est en campagne pour être General Attorney. Je sais plus. Donc, pas député, mais c'est avocat général, en fait. C'est juge, en fait, pour moi. C'est ça que ça veut dire. Faudrait vérifier, je sais plus. Et alors du coup, effectivement, quand sort The Place Beyond the Pines, il a déjà procureur fait... général. Procureur général. Désolé, on fait plein de parler de Batman, mais c'est l'équivalent d'Harvey Dent.
Non, mais Eh oui. c'est ça. Oui, bien sûr, oui. c'est- C'est tout à fait ça. C'est ce qui me semblait dans le truc. Donc, du coup, effectivement, il est en campagne pour faire ça. C'est ça. Et là, clairement, il a la gueule de Bradley Cooper. Quoi. Oui, On c'est ça. reconnaît. Il avait été très rajeuni pour cette séquence, sachant qu'il avait effectivement déjà fait les Very Bad Trip 1 et 2, Limitless, et il avait déjà doublé. Bon, c'est Rocket Raccoon, mais voilà, il avait déjà doublé dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Donc, Et on le retrouve quand même 15 on ans le plus tard, retrouve mais 15 ans plus tard dans une situation un peu exceptionnelle, Exactement. puisqu'il est donc dans le cimetière où il y a eu la fameuse course-poursuite qui Oui. était annonciatrice de la mort de Luke, et il est là pour enterrer donc son papa. Et on découvre, donc il fait un discours qui est très beau, il dit que son père, pour lui, quand il mettait sa cape de juge, c'était un super-héros, ce genre de choses. Et on découvre son fils AJ, qui a donc 17 ans maintenant, et on découvre aussi qu'il est divorcé. Donc on sent qu'on comprend qu'il a tout fait pour sa carrière, c'est le cas de le dire. Et donc son ex-femme lui dit, voilà, AJ veut vivre chez toi. Il lui dit, écoute, moi je veux bien, mais là c'est peut-être pas le moment pour la campagne. On comprend que AJ et lui ont une relation très distante, et que AJ, il a un côté un peu voyou, quoi. Je veux dire, il y a une scène où quand il est chez lui, t'as Bradley Cooper alors à savoir qu'il vit chez son père en fait. Hein. Alors au début, il vit pas chez son père. Non, Elle lui dit que AJ veut venir vivre chez je son veux dire, père. Avery a repris la maison Ah de oui, son pardon, père, parce que j'avais pas compris. la scène dont je voulais parler, c'est la scène devant la piscine, et on comprend, c'est la piscine Oui. qu'on a vue tout à l'heure, et puis pareil, il y a un plan sur la porte d'entrée à un moment donné, Oui, on oui, comprend tout à que c'est fait. la même porte d'entrée que son père a ouvert quand il est venu le voir pour lui parler de la corruption. Absolument. et tout. Oui, j'avais pas suivi ça, mais t'as raison. Pas de problème. Et effectivement, donc on voit que lui, son fils, il est plutôt dans un chemin un peu compliqué, notamment parce on va comprendre très vite qu'il est Un peu drogué. c'est un junkie, quoi. Il est Sur les bords. il est un peu drogué sur les bords, et c'est vrai que ça contraste totalement avec son père qui, forcément, hein, quand tu incarnes le procureur général, tu es plutôt censé être droit, et on comprend que là, moi je l'ai noté, il y a une forme de vengeance du fils en fait, qui fait reproche à son père de pas être présent. Et bien sûr, et en plus, toujours pour continuer sur ce côté miroir déformé de Luke, c'est-à-dire que Luke, lui, n'avait pas eu de belle relation avec son père, et du coup faisait tout pour avoir une belle relation avec son fils, et à l'inverse, lui, on sent qu'il avait une relation très fusionnelle avec son père, Bradley Cooper, mais que du coup, il n'a pas du tout eu de relation avec son fils. Ouais. Et Oui, ça, parce qu'il a choisi sa carrière. campagne, et parce qu'on comprend qu'il est jamais allé au-delà de sa culpabilité, en fait, d'avoir Ouais, menti au tout à départ fait. et d'avoir Exactement. tué quelqu'un. Et ce qui rend le personnage intéressant d'ailleurs, Bien c'est sûr. qu'on voit bien qu'il même s'il est engagé dans ce truc-là, au fond, il est pas rétabli de son péché originel, entre guillemets, d'avoir C'est tué ça. Luke. C'est ça. Et donc du coup, AJ va quand même finir par aller chez son père malgré la campagne en cours. Et du coup, comme il va vivre chez son père, on comprend qu'il vivait plus dans la même ville. Et donc du coup, il change de lycée pour sa dernière année de lycée. Et qui c'est qu'il va rencontrer au lycée ? Je vous le donne en mille. C'est Jason, incarné par un Dane Dien au top de sa forme. J'adore cet acteur. Moi aussi, alors en voyant le film, j'étais incapable de me dire de trouver dans quoi je l'avais vu, mais j'étais en mode qu'est-ce que j'aime cet acteur, et j'ai cherché, et vraiment pendant 10 minutes dans le film, ça m'a gonflé ce que je ne trouvais pas. J'ai cherché après, mais je trouve que c'est vraiment un super acteur, ce gamin. Il était jeune à ce moment-là, mais Ah bah, il je te est dis, en fait, c'est en 2012, il a fait plein de films, et c'est là que tout le monde l'a un peu découvert. mais il a vraiment une gueule d'enfer. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, il a quelque chose dans le regard, et là aussi, il joue très bien parce que lui, il a l'air un peu paumé, faut dire ce qui est, mais contrairement à AJ, qui est lui, on sent qu'il y a une forme de rébellion très affichée, lui beaucoup moins. Oui. Lui, il est beaucoup plus timide, ça a l'air d'être un peu le mec à Il est qui plus personne stone parle. que junkie, en fait. Ouais, exactement. Et puis il a un côté un peu à l'écart, c'est-à-dire qu'on voit bien, un peu comme son père finalement. Personne ne le regarde, il n'intéresse pas grand monde, il est tout seul à la table la première fois à la cantine qui vient lui parler. Enfin, on sent bien que c'est pas un mec. C'est un marginal. C'est un marginal, il n'a pas beaucoup d'amis, et en ça, il est assez similaire à son père. Exactement. La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre, effectivement. Oh, c'est beau. Ah oui. Quelle belle citation. Quelle belle citation que mon père m'a sortie toute ma vie. Reprise dans Batman Begins. Voilà. Oh non, c'est dit. pas possible. Oui, on fera Batman Begins, t'inquiète pas. Yes. Voilà, c'est bon. J'espère que vous aimez Batman, parce qu'on va beaucoup en parler. Ouais, oui, bon, normalement, on aimerait bien parler de Spider-Man, parce que pour l'instant, Oui, Batman, mais c'est bien plus Guillaume sûr, qui aime ça. Mais, dans la saison c'est pas grave. 18. Dans la saison 18. Ah bon, on sera déjà à Spider-Man 25, donc c'est cool. Bref, donc du coup, effectivement, donc, les deux se rencontrent. Alors évidemment, les deux ne savent pas le lien finalement qui peut unir leurs pères respectifs. Et finalement, AJ,
comme il est beaucoup plus avenant, voilà, il convainc un peu Jason de se défoncer ensemble, machin. Et finalement, il va même jusqu'à lui donner de l'argent pour qu'il aille lui chercher de l'ecstasy chez un dealer local. Chez le dealer local du coin. Donc, il habite à cette maison, c'est très bien. Et finalement, ils se font arrêter très rapidement. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de consommer la drogue, qui se font arrêter tout de suite. Donc évidemment, étant le fils d'un politique en campagne, Bradley Cooper arrive par la porte arrière, l'entrée des artistes du commissariat pour le sortir de là. Et il demande, on a les 2 caméras de surveillance des 2 salles où ils sont dans 2 salles différentes d'interrogatoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'allais te dire au début, quand tu n'arrivais pas à situer le film en termes d'années, sur les caméras, il y a marqué 22 septembre 2012. Ah voilà. d'accord. Donc t'avais qu'à suivre un peu. Donc, Allez, merci à tous. Mais non, je rigole. Et donc du coup, oh là là, excusez-moi, c'est la fatigue, on le dira jamais assez. Parce que vous ne savez pas, mais on enregistre vraiment genre... On a juste 10 heures de retard sur l'enregistrement. Je peux pas mieux vous dire. On devait enregistrer il y a 10 heures. On n'a pas fini. Donc, il n'y a rien qui va. On a fait une petite pause. Voilà, on a fait. Voilà. Mais la vie, c'est d'abord une histoire de rencontre. Non, non, mais il faut savoir s'adapter. Voilà. On est une histoire d'organisation, surtout. Adaptatifs, adaptables. Bref, voilà. On est des gens qui s'adaptent. On fait de notre mieux. Donc, il n'est pas du tout 23h30 et on n'est pas du tout fatigué. Pas du tout. Donc... on reprend. Donc sur les caméras de surveillance, il voit la date et il demande c'est qui le deuxième garçon, quoi. Et ils lui disent Jason, et là ils disent le nom de famille. Oui. Et qu'on a oublié, c'est pas grave. Oui. Et là du coup il fait qui? Donc ils redisent Jason et le nom de famille qu'on a oublié, c'est pas grave. Et du coup il comprend tout de suite qui est ce gars. Et là il demande. Je note juste parce que tu parles du nom de famille, il ne donne pas le même nom de famille que celui de Luke, mais celui de Romina et on suppose de Kofi, puisque on va apprendre plus tard que on devine, je crois qu'ils sont mariés, ses parents. Je crois que c'est évoqué. Je crois pas que ce soit évoqué. Moi j'ai plus le souvenir qu'on nous dit qu'ils sont pas séparés et qu'ils sont toujours ensemble. Ouais, parce qu'on va les revoir. On les revoit même ensemble un peu de loin. Il me semblait que c'était... Enfin, peu importe. En tout cas, c'est pas le même nom, mais lui, ce nom-là fait écho dans sa mémoire, parce qu'évidemment, il connaît le nom de famille de Romina. On peut imaginer que par culpabilité, il a suivi un peu le parcours de la famille de loin, quoi. Et donc là, il demande à couper les micros et les caméras dans la salle d'interrogatoire de son fils, donc de AJ, et il va le voir. Puis alors là, le moment parenting du film, il le chope par le callback, il le fout contre le mur, il lui dit « Ah, écoute-moi bien. Lui, là-bas, là, tu n'y touches pas, tu t'en approches pas, tu le laisses tranquille. Tu ne le traînes pas dans la boue comme tu as pu le faire toute ta vie, tous les gens qui t'ont entouré. T'as compris ? Si t'as pas compris que je fais ça pour toi, enfin, le jeune AJ, là, il perd toute sa contenance, il est en larmes, il lui dit oui, il fait non, regarde-moi dans les yeux quand tu me dis oui. Oui ou non ? Oui, papa. Ouais, non, la scène est assez violente. La scène, elle est anxiogène, moi j'ai trouvé. Ouais, vraiment, parce qu'il est très... en fait, il est très véhément à son égard, mais on sent que lui, il comprend pas pourquoi. Parce qu'évidemment, il peut pas lui dire. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on voit le personnage de Bradley Cooper perdre sa contenance. Oui, c'est vrai, que jusqu'à maintenant, il était plutôt calme, il arrivait plutôt à se tenir. Il arrivait à faire illusion, surtout. Bien sûr. Là c'est la première fois qu'on voit ses failles. Vraiment. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Et donc on comprend qu'effectivement c'est pas l'amour fou entre les deux là pour le moment. C'est compliqué l'adolescence. Hein. Vous pouvez toujours écouter l'épisode, il est disponible. Et voilà, quelle transition. On est là toujours. Et donc finalement, Avery lui sort très rapidement de prison, mais Jason passe quand même une nuit en tôle en attente de son procès, de son jugement. Et lors de son jugement, en fait, on comprend que Avery a fait un peu pression pour dire écoutez, vous faites passer ça en crime parce que sinon il risquait 5 à 15 ans de prison. Et donc du coup, il sort et il retourne chez ses parents et tout. Et je crois que c'est à ce moment-là, lors du repas, donc on voit qu'en plus, Romina et Kofi ont eu une fille ensemble, pour le coup, donc qu'il a une demi-sœur, Jason. Enfin, que Jason a une demi-sœur. Et que du coup... je me perds avec mes conneries, excusez-moi. Du coup, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger, ils dînent, voilà. Et en fait, lui interroge Romina sur son père. C'est-à-dire, il lui demande, mais pourquoi tu m'en parles jamais ? Est-ce que tu peux pas me dire au moins son nom et tout ? Et sa mère,
elle quitte la table carrément, elle refuse de lui parler. Et donc on comprend bien que lui, comme tout gamin qui sait que son père n'est pas son père, ça l'interroge un minimum, mais il veut avoir des réponses qu'il n'obtient pas. Donc du coup, il y a ce truc de... il veut savoir et elle lui refuse tout dialogue. Et la scène d'après, moi je la trouve là aussi géniale, parce qu'en fait il va aller manger une glace avec Kofi, donc ça fait totalement écho à ce qu'on a vu au départ dans la scène où il est très petit avec son père, où il lui fait manger de la glace, son vrai père j'entends, son père biologique en tout cas. Et donc ils vont se retrouver et là il va lui dire mais pourquoi est-ce qu'elle veut pas m'en parler, est-ce que tu peux pas au moins me donner son nom, et on comprend que lui va accepter de lui donner, oui, alors que on rappelle qu'elle avait fait promesse de ne jamais donner son identité à Jason puisqu'elle ne voulait pas qu'il le retrouve. C'est ça, et qu'il sache que c'était un braqueur. Exactement. Et aussi, Kofi lui dit des mots très forts et très beaux. Il lui dit, écoute, de toute façon, ton père, c'est juste un mec qui t'a donné la vie. Ton vrai père, c'est moi. Bah oui, c'est moi je t'ai aimé dès mon premier regard. Exactement. Et puis c'est lui qui l'a élevé. Enfin, on comprend qu'il a toujours été là. Il était là à son baptême. Enfin, il faut bien comprendre. On l'a vu dès le départ, mais il a fait sa vie avec lui. Donc il lui dit, ton père, c'est moi. Ton géniteur, c'est... D'ailleurs, il déconne sur la phrase de Star Wars, si je te dis pas de conneries. Exactement. Mais ce qui est marrant, puisque du coup, en plus, moi, je l'ai pris un peu au-delà de la vanne, en mode, je te donne un indice sur le prénom de ton père. Bien sûr. Parce évidemment. Que du coup, il lui sort effectivement le « je suis ton père ». Oui, voilà. Je suis ton père. Il dit cherche au fond de toi et tu verras que c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est rigolo, c'est bien foutu. Et le parallèle avec le prénom de Luke, bien sûr, est présent. Donc, il va rentrer chez lui. Évidemment, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher sur Internet. Et là, il va découvrir la vraie histoire. Donc, il va découvrir que son père est mort, tué par un policier. Il va découvrir un peu que c'était un braqueur. Il va voir une photo de son père, ce qu'il n'avait pas encore vu, et il va voir une photo du flic aussi, puisque il me semble que c'est à ce moment-là sur le site internet. Non, sur le site internet justement, il voit que des titres d'articles avec les lectures et tout, mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas la photo du flic ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il apprend le nom de son père, il fait ces recherches-là. Et en fait, il voit que son père travaillait dans un garage. Ah oui, t'as raison. Et donc, il retrouve Robin qui travaille toujours là-bas, en fait, dans son petit garage. Vas-y, je t'écoute. Et moi, je note que c'est vraiment pas grand-chose, mais je trouve que c'est le seul truc qui marche pas très bien, c'est que tous les personnages, je trouve que leur vieillissement, en particulier Eva Mendes, il est vraiment bien géré, mais pas Robin. Enfin, Robin, il a pas changé de gueule. Mais ils ont très peu changé de gueule de tous. Il y a que Eva Mendes qui a un vieillissement qui est crédible, qui est visible. Mais Kofi, alors ça me choque un peu moins parce que je trouve qu'il avait l'air non, mais pour le coup, je trouve qu'il avait l'air trop vieux au début. D'accord. Je trouve qu'il faisait vraiment plus vieux qu'Eva Mendes au début. Mais pour le coup, Robin, je m'attendais vraiment à le voir vieilli. Et là, clairement, je suis incapable de faire la différence. Exactement. Moi, je me suis même fait la réflexion, je me dis, il me paraissait plus vieux dans la dernière scène où on le voit avec lui, où il a les cernes. Et je suis d'accord. Jusqu'à la bouche, quoi. C'est vraiment un micro détail, mais voilà. Mais donc il le retrouve. Robin lui dit, t'es Jason, ok, d'accord, parce qu'il lui dit qui il est. Il lui dit, bah écoute, viens, j'ai 2-3 trucs à te montrer. Donc il l'emmène dans la caravane. Il lui dit, tu te tiens là où ton père se tenait quand on se parlait. Et il retrouve la paire de lunettes de Luke. Donc du coup, il la garde avec lui. Du coup, Robin lui balance donc un journal où là, effectivement, il y a la photo et de Luke et de Avery, côte à côte. Donc la photo, effectivement, c'est le mugshot de la première fois qu'il a été arrêté dans le film. Et du coup, Robin lui dit, bah, tu vois, le mec à gauche, c'est ton père. Il lui dit, et l'autre, il lui dit, ça, c'est le cochon qui l'a tué, the pig who killed him. Donc voilà. Et suite à ça, donc on le retrouve au lycée. Alors avant, quand même, dis-moi. Petite parenthèse, mais quand il part, il est venu en vélo et il ressort et il y a exactement le même plan je savais plus que son père qu'on avait vu au début où il traverse la forêt en moto, sauf que lui il est en vélo. En partant de chez Robin. Exactement. Et c'est quasiment le même plan. C'est le même plan avec juste qu'il est pas en moto. Exact, il est en vélo et c'est là aussi je trouve ça génial, l'idée du parallélisme, ça marche très bien et le plan est toujours aussi joli d'ailleurs. Donc, et à nouveau c'est un des rares plans larges. Donc comme il y en a peu, on en profite vraiment à chaque fois qu'ils arrivent, ça donne une petite respiration et c'est très très agréable. Et ça marche vraiment bien. Absolument. Et donc du coup, suite à ça, donc on le retrouve au lycée où AJ lui reparle. Alors, ils ont déjà eu une pseudo-altercation suite à la nuit qu'ils ont passée où AJ lui a fait un sous-entendu bizarre sur son père. Et c'est ça qui le pousse à poser la question lors du repas. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai un peu sauté cette petite scène parce qu'elle dure vraiment genre 30 secondes. C'était un peu étrange d'ailleurs comme scène. On comprend, on imagine en tant que spectateur que AJ est au courant de qui est son vrai père en tout cas. À ce moment-là, que peut-être que Avery lui en a parlé ou quelque chose comme ça. Et donc
Donc bref, je reviens après Robin. Donc il est au lycée, AJ leur dit écoute, on va mettre ça derrière nous, on est des potes, ça c'est pas grave, je t'en veux pas, faut qu'on avance, on laisse ça de côté, machin. Donc Jason est un peu fuyant, mais il lui dit ouais ok, si tu veux, vas-y, ok d'accord, ouais, voilà. Et AJ lui dit bon bah voilà très bien, écoute je fais une soirée chez mon père ce soir, tu viens, et puis tu viens. Et il dit non mais j'ai pas envie, laisse-moi machin. Et il dit non mais vas-y c'est bon, tu veux mettre ça derrière nous ou pas, tu veux avancer dans notre amitié, bon bah viens, tu fais pas chier. Donc il lui dit ok je viens. Il dit bon bah c'est cool, puis tu vas m'amener de l'exta aussi, puisque je t'en avais donné pour 500 balles et tu me l'as jamais donné du coup vu qu'on s'est fait tout de suite choper. Et là Jason il dit bah non tu fais chier en fait, j'ai pas envie. Et là AJ le menace, prend ses grands airs, lui dit bah de toute façon t'as pas compris, quand je te dis tu viens à ma soirée tu dis oui, et quand je te dis tu me ramènes de l'exta tu dis oui d'accord. Donc il fait ok vas-y c'est bon je passerai, ok. Donc on voit après Jason qui du coup fugue, fait le mur. Il fait le mur, il passe dans une pharmacie, il va voler des médicaments de l'exta quoi, et il va à la soirée. Et donc là on a le même plan de quand Avery a ouvert la porte, quand son père lui a ouvert la porte, sauf que là c'est Jason qui ouvre la porte et qui rentre dans la soirée. Il donne les extas à AJ, la soirée se passe, il boit, il en prend aussi, il se drogue, enfin bref une soirée somme toute assez normale visiblement. Et la belle phrase de vieux content pour moi. Et surtout, il va se rapprocher d'une fille, il va choper une fille. J'allais y venir, effectivement. Il est dans un état très second, hein, on peut même dire dans un état tertiaire à ce niveau-là. Et en gros, il chope une meuf, il s'emballe, et il monte les escaliers pour aller dans la chambre. Et en fait, sur les escaliers, il voit la photo de Bradley Cooper, d'Avery, en policier, donc la même photo que du journal. Et là, il dit mais attends, mais c'est le père d'AJ, ça? Et la fille lui dit mais oui, sans doute, on s'en fout, allez viens, on va là-haut. Donc ils vont là-haut et tout, et en fait il sort pas ça de l'idée, donc il rejette la fille, il se barre, il va confronter AJ. Il l'embrouille et il est complètement torché, il est défoncé, donc ça n'a pas trop de sens ce qu'il lui dit à ce moment-là. Et AJ le repousse, lui dit tu veux prendre la porte, allez casse-toi. Il ouvre la porte, il se barre, et la confrontation se poursuit dans le jardin, et là AJ lui explose la gueule, hein, c'est le cas de le dire aussi, il le frappe à maintes et maintes reprises au visage, un punching ball par terre. Et on le retrouve à l'hôpital, qui se réveille avec Eva Mendes, sa maman, du coup Romina, qui est à côté de lui. Donc il va sortir de l'hôpital. Ce qui est intéressant, c'est que quand il se réveille, elle est très soulagée de le voir. Et la première phrase qu'il lui dit, c'est tu m'as menti. Oui, et il lui dit, il lui fait comprendre qu'il a compris lui-même qui était son père, et que donc elle lui a menti, parce que lui, la version officielle, c'est que son père était mort dans un accident de voiture. Absolument. Donc maintenant, il connaît la vérité. Donc finalement, il sort de l'hôpital. Elle va chercher la voiture, lui demande de l'attendre devant, et quand elle revient, il a disparu. C'est ça, il a disparu. Et on le retrouve un peu plus loin, un peu plus tard dans la nuit. Et chez le dealer local du coin. Toujours chez le dealer, sauf que cette fois, il va chercher une arme. C'est ça. Et on comprend qu'il va vouloir aller directement chez AJ. C'est ça, donc il va effectivement chez AJ. Il le menace d'une arme au moment où il sort de sa douche. Ouais. Il le frappe au front pour qu'il s'évanouisse, en fait, hein, tout simplement. Et il entend Avery rentrer à ce moment-là. Et en fait, du coup, il va menacer Avery. Et il va lui dire écoute, prends ta voiture et tu vas me conduire là où je te dirai de me conduire. Évidemment, il le conduit au même endroit où 15 ans plus tôt il a choisi de prendre son destin en main et de fuir cette forêt. C'est pour pas se faire tuer par Ray Liotta. Et donc là il le menace, et là c'est l'instinct paternel qui prend le dessus. Il lui dit mais qu'est-ce que t'as fait à AJ quoi? Et il lui dit mais c'est pas à propos d'AJ. Et juste avant, Jason lui dit mais donne-moi ton... En fait, Jason est paniqué, il sait pas ce qu'il fait en fait. Il est submergé. On voit bien qu'il a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Il a aucune idée. Il lui dit donne-moi ton porte-monnaie, et puis donne-moi ta veste aussi. Ouais, non, il lui demande son porte-monnaie et lui donne en plus sa veste. Ah, je pensais qu'il lui demandait, autant pour moi. Il dit tu veux ma veste aussi, je te la donne. Ouais. Et en fait, là effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Avery, il a il va lui dire qu'il est désolé, et en fait, donc il va reconnaître. Et ce qui déstabilise Jason, parce que Jason, lui, ne sait pas à ce moment-là que Avery sait qui il est. C'est ça qui est intéressant dans la scène. C'est-à-dire que lui, il sait très bien, Avery sait très bien, mais lui ne sait pas qu'Avery sait. Oui, c'est vrai. Et du coup, au moment où il lui dit « je suis désolé pour ton père », tout ça... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Jason lui dit « mais c'est pas à propos de ton fils », et là, lui, du coup, s'excuse, c'est ça. Exactement, et donc ça le déstabilise complètement, il sait pas quoi faire, et finalement il le laisse au milieu de la forêt. Et il se barre avec la voiture et le porte-monnaie. Et il y a quand même un plan intéressant, c'est que moi j'aime bien à la fin, c'est-à-dire que quand il se retrouve vraiment tout seul
Dans la forêt. Bradley Cooper, il y a vraiment plusieurs secondes où il bouge pas et après il commence à réagir et à limite à crier. Enfin, c'est assez bien foutu ce truc-là parce que pendant longtemps il sait pas ce qu'il va faire et surtout lui, il ne sait pas si son fils est vivant. Oui, et puis je pense que ça renforce aussi beaucoup l'aspect purgatoire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il s'excuse, il reconnaît ses torts, mais il est toujours bloqué dans cette culpabilité. Il est toujours bloqué entre tout ce qu'il veut faire de bien et en fait tout ce qui repose sur un mensonge. Que tout ça repose sur un mensonge et sur une faute de sa part. Et du coup, c'est assez ouf parce qu'en plus, tu as vraiment aussi un côté, du coup, vous l'aurez compris, avec leurs enfants respectifs, c'est un côté intergénérationnel de ce qui est légué et puis toujours avec ce côté miroir inversé. C'est miroir, on pourrait presque dire à double teinte, puisque d'un côté, tu as le flic et de l'autre côté, tu as le mec qui est accusé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est toujours très intéressant. Et en fait, du coup, en allant à la voiture pour s'enfuir et en laissant Avery dans la forêt, il chope le porte-monnaie, il prend toute la thune qu'il y avait dedans, que du coup, une liasse assez épaisse quand même, hein. Ça gagne bien apparemment, le travail d'Avery, c'est très cool. Et en fait, il trouve surtout un papier plié. Et en fait, ce papier, c'est la photo. La fameuse photo, au centre de toutes les attentions du spectateur. Et en fait, là, tu comprends que oui, il avait pris ça, Avery, pour un rappel qu'en fait, il ne faut plus jamais qu'il fasse ça. Et en fait, il n'est jamais sorti de cette culpabilité. C'est pour ça qu'il n'a jamais évolué, qu'il a jamais... Enfin, il a beau avoir tout fait pour changer les choses, au final, lui, il n'a jamais changé dans sa tête. Et c'est super important et super intéressant. Et donc là, on arrive sur la fin du film, et sans doute la fin de notre podcast aussi bientôt, notre épisode. Donc, Jason s'enfuit, découvre la photo. Et là, il y a une petite ellipse. On voit juste Avery qui rentre chez lui, qui voit que AJ va bien. Il a juste un pansement à la tête. Voilà, rien de grave. Et puis on le voit gagner les élections. C'est ce que j'allais dire. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. Et on le voit effectivement gagner l'élection. En parallèle, on voit Romina qui ouvre son courrier et qui voit une lettre qui lui est adressée, maman. Ouais, ça c'est vraiment chouette, je trouve. Voilà, et en fait, évidemment, dedans, on s'en doute, c'est la photo. Et donc en fait, ça veut dire que Jason est jamais retourné chez lui. Il est jamais retourné chez lui, il a fui toute cette culpabilité qui se lègue de père en fils là-bas en fait. Et il a fui, c'est le seul qui a réussi à s'en sortir en fait. Et on le retrouve effectivement sur les routes, il achète une moto avec l'argent qu'il a volé à Avery. Et il s'enfuit. Et là, on a le dernier plan. Et tu vas être content, je vais rebondir sur ce que tu dis. Le dernier plan, qui est un plan large, on le voit prendre la route de loin. Et en fait, on comprend qu'il est libre. Il respire enfin. Il peut enfin être qui il est et être sur les routes comme l'était son père avant lui. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que sur la partie finale, on retrouve vraiment la colorimétrie du début. On ne l'a pas mentionné beaucoup, mais sur toute la séquence... du troisième acte, on a, moi je trouve, des couleurs plus froides, notamment à chaque fois qu'on voit Avery à l'écran, parce que il est rentré dans le système politique. Il y a un côté un peu plus lisse à l'ensemble, donc on est rentré dans une forme de normalité, si j'ose dire. Et vraiment sur la fin, que ce soit le plan où elle trouve la lettre, et surtout les plans où lui il est au milieu, il dit qu'il va vers l'ouest, il rencontre le mec à qui il achète la moto, et ce fameux plan large, on retrouve la granularité dans l'image, on retrouve des couleurs, des teintes vraiment chaudes et même un peu baveuses, quoi. Et je trouve ça chouette parce que en fait ça fait une boucle, et il reprend là où son père s'était arrêté avant de basculer, c'est-à-dire juste un mec qui va faire de la moto, qui va être libre et qui va traverser le monde comme ce qu'il faisait quand il était forain. Et il va surtout vivre le rêve de son père, en fait, de rester sur les routes. Exactement. Et de faire sa vie sur les routes. Et ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. Et c'est la fin de The Place Beyond the Pines. Et vraiment, ce dernier plan, il est, comme beaucoup de plans dans ce film, enfin en tout cas quelques-uns, il est vraiment fantastique. Ouais. Absolument. Donc voilà, écoutez, moi c'est un film que je vous conseille. Hein, oui, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très beau film. C'est un film, c'est un courant de films qui parle vraiment, encore une fois, d'une Amérique profonde. Il y a un aspect très mélancolique, très, très introspectif aussi, et qui finalement parle pour plein de choses différentes à tout le monde, je trouve. Et je trouve ça super intéressant. Le film, en plus, encore une fois, on le mentionnera jamais assez, mais la photographie est magnifique. Ça marche très bien, et pour le coup, il y a vraiment des plans qui sont très beaux. Il y a beaucoup de plans séquences. Rien que pour ça, je vous le conseille. Même si c'est des petits plans séquences, c'est des plans séquences qui sont cool. Et on pourrait presque faire un montage
de tous les plans séquences de dos de chaque personnage en fait, et ce serait tous à la même échelle. Et Ouais, c'est ça qui est fou. Il y a quoi. un vrai travail de mise en scène. Si vous aimez l'esthétique du cinéma américain, les esthétiques un peu léchées, un peu travaillées, ça vaut le coup d'être vu rien que pour ça. C'est ça, les esthétiques un peu léchées, mais en fait c'est un peu du cinéma un peu indépendant américain. C'est un cinéma c'est pour ça qu'il est pas dans les grosses récompenses et compagnie. C'est parce que c'est C'est pas un film de studio. c'est ça. C'est un film qui a une vraie idée, une vraie identité visuelle, et puis vraiment moi le côté triptyque, le côté acte 1, 2, 3 pour chaque personnage, c'est quelque chose de fou. Mais c'est marrant qu'on dise toujours à la fin on vous le conseille ou pas, sachant qu'on vient de spoiler tout le film quand même, et qu'il n'y a plus aucune surprise pour ceux qui le verront. Voilà, ça peut être l'occasion pour ceux qui l'ont déjà vu de le revoir, et puis voilà, je sais qu'il y a des gens qui écoutent, qui se moquent un peu des spoils, et voilà, si ça peut vous donner envie de le voir. Vraiment, là, comme vous. c'est un film sur l'aspect visuel, ne serait-ce que ça, qui mérite d'être vu. Il est trouvable sur les plateformes, je crois qu'il est sur Netflix, si je dis pas de bêtises, en tout cas au moment où on enregistre. Donc voilà, si vous l'avez jamais vu, allez le voir, donnez-lui une chance, il mérite, c'est vraiment un chouette film. Absolument, très très bien. Bah écoutez, Je te laisse merci faire à la vous. conclusion. Merci de nous avoir écoutés. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison, Et vous oui. l'avez compris. Et je vais pas vous donner un indice précis, mais je vais quand même vous dire que la semaine prochaine, ça sera un épisode hors série. Voilà, On peut dire ça. tout simplement. Et on terminera la saison là-dessus. On vous parlera évidemment de nos envies pour la suite. Voilà, j'ai l'air d'une œuvre. Et ensuite, on vous parlera un petit peu de la saison prochaine, parce que oui, on reviendra la saison prochaine, mais on vous en parlera la semaine prochaine. C'est Merci ça. Bastien. Merci Guillaume, merci à Merci tous à de nous tous. avoir écoutés, et puis à la prochaine pour la dernière. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.